Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3. Nous sommes en direct comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin sur Twitter, sur YouTube et aujourd'hui sur LinkedIn. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à vous abonner et à commenter nos émissions sur nos différents réseaux. Ça me fait très plaisir. Merci à tous. Alors avant de commencer, je vais vous parler du partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui nous soutient maintenant depuis un peu plus d'un an. Alors, l'école blockchain Alira, c'est l'école de référence en France depuis 2019. Elle a formé plus de 2000 apprenants sur des parcours de développeurs, de consulting, comme vous pouvez le voir aussi, de finances décentralisées. Également, un parcours qui vous permet d'analyser un projet crypto et d'éviter de faire les erreurs que nous avons toutes faites. Également, ils peuvent vous former sur l'intelligence artificielle, là aussi, en matière de développement ou de consulting. Moi-même, petite anecdote, j'ai fait la formation chez Alira et en l'occurrence, c'était celle-ci, celle de consulting blockchain et j'en suis ressorti avec beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup de réseaux qui m'a permis de développer encore plus mon activité de consultant. La plupart de ces formations sont certifiées et vous permettent de bénéficier des aides du Pôle emploi, maintenant ça s'appelle France Travail, de la région, du CPF, etc. Ce qui vous permet de limiter le coût de cette formation. Parfois même, elle ne vous coûte rien du tout. Ces formations sont 100% en ligne, plusieurs semaines et s'adapte parfaitement avec votre emploi du temps et vous permet de bénéficier de l'expertise de leurs différents formateurs. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur le site d'Alira grâce au lien que vous trouvez dans la description et de prendre rendez-vous ici sur petit bouton et de rentrer le code GRM100 pour bénéficier d'une remise de 100 € sur l'ensemble de leur formation. Donc, entre ça et les aides auxquelles vous avez certainement le droit, voilà, en général, ça devrait plutôt bien se passer. Donc, je vous mets le lien et toutes les informations en description de la vidéo, mais également en commentaire de ce live. Alors, au programme aujourd'hui, un programme qui m'enchante puisque je vais recevoir dans quelques secondes Daniel Villa Montero, qui est directeur pédagogique de l'école Alira, mais pas seulement. Voilà, vous verrez, on partagera ensemble son parcours puisqu'il est également auteur et avant ça, il est docteur en algorithme des réseaux. Ouais, moi non plus, j'ai rien compris, mais il va tout nous expliquer. À 11h, je recevrai Pascal Talarida pour sa désormais célèbre chronique DeFi, où il viendra nous présenter une nouvelle stratégie pour optimiser vos rendements passifs grâce à la finance décentralisée. Avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de partager le lien de l'émission, alors que vous soyez sur Twitter, sur YouTube ou sur LinkedIn. Hein, voilà, partagez-le. Vous pouvez également mettre vos commentaires. Sachez que je les vois ici en direct, tous d'où qu'ils viennent. Donc, ça peut être vos questions, ça peut être des remarques, peu importe. Et puis, si elles sont pertinentes, eh bien, on les partagera en direct. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Sachez que l'émission sera également disponible en podcast sur l'ensemble des plateformes de référence. Donc, si vous écoutez cette émission en audio, eh bien voilà, n'oubliez pas de noter le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner, liker. Tout ça, ça nous aide beaucoup en matière de référencement. Voilà pour la petite intro. Moi, je vous propose qu'on reçoive mon invité du jour, Daniel. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Salut Jérém, est-ce qu'on m'entend bien? Écoute, on t'entend parfaitement. Eh ben, je vais bien. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, Ça ça me fait va. très plaisir de te recevoir. Je me suis rendu compte il y a quelques semaines de cela que tu étais un habitué de l'émission. Tu viens pour des chroniques, tu viens pour des pièces de théâtre, tu viens aussi pour les concours de pitch qu'on anime Mhm. régulièrement dans l'émission, mais tu n'étais jamais venu pour l'interview du jour. Je me suis dit, mais quelle honte, quel dommage pour nos auditeurs de ne pas en savoir un peu plus sur ton parcours. Et on va voir, il est riche ce parcours. Alors avant de commencer, Daniel, on va prévenir celles et ceux qui nous écoutent que tu offres
un exemplaire de ton livre qu'on voit en fond d'écran derrière. Et alors, attends, on va faire mieux que ça, puisque évidemment, j'ai ton ouvrage que tu m'as d'ailleurs dédicacé. Et puis, Ah, celles et ceux qui nous écoutent, vous pourrez gagner, vous aussi, un exemplaire dédicacé d'Alice au pays des cryptos, dont tu as sorti, je crois, la nouvelle édition c'est ça. il y a quelques temps. J'ai même eu le droit à ma petite dédicace. Alors, elle est pour moi, hein. Je Elle est la pour toi. Elle est confidentielle. elle est confidentielle, quoique certains, en faisant pause, pourront la lire. Mais bon, ça va. À ce moment-là, on ne se connaissait pas assez pour qu'il y ait quelque chose d'intime. Euh, Ah, c'est vrai que si je referais la dédicace, ce serait pas pareil, hein. C'est C'est vrai. sûr. Alors, ce serait drôle de me dire qu'est-ce que tu écrirais aujourd'hui. Alors, pour gagner ce livre, hein, on va changer un peu les règles. C'est très simple. Il faut mettre un commentaire sur la vidéo YouTube. Voilà. Hein, donc, vous vous rendez sur le YouTube GM Web 3 TV, mettez un petit commentaire. Et puis, parmi les commentaires, eh bien, on sélectionnera par hasard, une main innocente sélectionnera le gagnant. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Hein, ça vous aidera certainement. Daniel, on va commencer ensemble cet échange. Est-ce que, voilà, pour nos auditeurs, en quelques secondes, vraiment très rapidement, puisqu'ensuite on va rentrer Mmh. dans le détail, bien sûr, est-ce que tu peux te présenter? Bah, Daniel Villamontero, je suis à la direction pédagogique d'Alira depuis 2021 environ. J'étais apprenant chez Alira en 2020 en développement blockchain. En l'occurrence, pour faire très rapidement, j'ai fait l'université. Parce qu'en fait, je voulais apprendre à faire des jeux informatiques, des jeux vidéo, parce que j'adorais ça. Je suis gamer, j'ai été gamer dès le début. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur très jeune dans ma vie, et je trouvais fascinant les jeux vidéo parce que ça apprenait beaucoup plus que de l'amusement. Donc, je décide de faire l'université pour faire ça. Puis très rapidement, je me rends compte qu'en informatique, il y a plein de choses hyper intéressantes, il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, et qu'en fait, le monde numérique est beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Je décide donc de faire une thèse en algorithmie des réseaux. On en parlera rapidement, mais pas beaucoup, hein, parce que c'est pas forcément la chose la plus passionnante que j'ai faite. Et je quitte l'université en 2010, après avoir été attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Je fais de l'enseignement, je fais des outils métiers, donc des petits outils pour de la gestion logistique. Je deviens directeur pédagogique dans un établissement où j'avais continué à enseigner. J'arrête l'aventure, je crée une agence d'outils métiers avec des anciens, puis je deviens développeur Web3, je rejoins Alira et je deviens directeur pédagogique chez Alira. C'est un peu rapidement mon parcours, mais globalement, j'ai toujours eu cette fâcheuse tendance à être en tête de pont quand il s'agit de dire qu'une techno, c'est intéressant. Voilà. Ok. Et alors, toi, t'es d'où? Toi, t'es de Paris? T'es plutôt de De Madrid. province? Non, non, je suis de Madrid, je suis né à Madrid et je suis arrivé en France en sixième, donc relativement jeune. Et là, je suis dans les Yvelines, près de Versailles. Et alors, tu parlais français quand tu es arrivé en Non, France ou ça a été non, vraiment non, un moi nouveau pays, une nouvelle langue non, non, nouveau pays, de nouvelle langue, mais tu sais, quand on est assez jeune, on apprend assez vite. Mais mes parents n'étant pas complètement cruels, m'ont donné des tout petits cours avant que j'arrive, hein, pour que je sois pas complètement à nu. Mais voilà, je suis arrivé, à cet âge-là, t'apprends la langue très très vite. J'ai pas de souvenir d'avoir eu beaucoup de difficultés. Excuse-moi, petit bug. Ok, très bien. Et alors, tu retournes souvent en Espagne? Tu as gardé des racines J'y vais de temps en temps, espagnoles? j'y vais de temps en temps, pas aussi souvent que je voudrais. Mais j'y vais de temps en temps. Il y a ma sœur qui a un élevage de chiens pour aveugles. Mon père vit encore là-bas, dans l'ancien appartement de mon enfance. Après, voilà, ma petite sœur est en France, mon grand frère est au Danemark, ma mère est en Normandie. Donc, tu vois, on a été une famille très diasporique. Donc, en fait, si je retourne il y a moins de la moitié de ma famille est encore en Espagne. Donc, d'une certaine façon, j'y retourne de manière proportionnelle, quoi. Tu sais que je suis parti en Espagne, moi, à Madrid, justement, il y a quelques années. Alors, c'était Très bon drôle parce choix. qu'en fait, à la base, on devait. Alors, c'est un choix par défaut et finalement, c'est avéré comme un très bon choix. À la base, on devait partir à Malte. On était en plein Covid. Mm. Et puis, arrivé à l'aéroport, on avait tout réservé. On nous apprend que les vaccins unidoses ne sont pas acceptés dans un pays de l'Union européenne, juste un, c'est Malte. D'accord. Et donc, eh bien, malheureusement, on a dû tout annuler et rentrer chez nous.
On a tout perdu, les vols, Airbnb, tout perdu. Et là, on s'est dit, non, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On a des jours, on a des congés, il faut qu'on parte. Et donc, je regarde un petit peu les billets. On est en plein mois d'août et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, où on va? Et je vois Madrid. Je me dis, bon, on va se faire une capitale européenne. C'était pas trop cher. Je connaissais pas. Ça me bottait un peu, mais pas, voilà. Et en fait, vraiment, j'ai absolument adoré Madrid. Oh, ça me fait plaisir. Mais vraiment, mais limite, j'ai toujours dit si je devais quitter la France, ce serait pour habiter à Madrid parce que c'est pas trop loin, parce qu'il fait beau, parce que c'est pas cher, parce que c'est bon, parce que les Espagnols, bon voilà quoi, c'est pas mal. Hein. Donc en vrai, voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette ville. Donc voilà, je ne savais pas que tu étais madrilène. Et donc en termes de foot, ça t'a parlé un petit peu la coupe, la Champions League. Est-ce que tu es fan du Real Madrid ou est-ce que le foot c'est pas ton… Je suivais le Real pendant le lycée. Enfin, tu sais, forcément, quand tu es le petit espagnol qui arrive en France. Alors, moi, j'avais de la chance, j'étais au lycée international de Saint-Germain, qui est peut-être une des expériences éducatives les mieux réussies, les mieux pensées de France, je pense. C'est pas une école Montessori, enfin, ça reste une école traditionnelle, mais en fait, il y a des sections de différentes nationalités, ce qui veut dire que tu es en classe avec des Allemands, avec des Portugais, avec des Italiens, avec des Néerlandais, des Japonais, des Américains. On parle tous à peu près français correctement, en tout cas au début. Après, on parle tous de manière courante et on a des petits cours dans notre langue natale. Puis après, tous les autres cours, maths, géo, tout ça, histoire, c'est en français. Et donc, pour le coup, on avait notre propre petite Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y avait la France, enfin, jamais la France pour le coup, parce qu'il n'y avait pas d'équipe française, mais le Portugal contre l'Italie, tel week-end. Donc, les étudiants, enfin, les lycéens du Portugal qui jouaient contre les lycéens italiens. Et à ce moment-là, oui, j'étais assez Real Madrid. Mais parce que ma famille y était plus l'Atlético, donc je ne réfléchissais pas plus que ça. Puis quand je suis arrivé à l'université, je suis devenu supporter de RC Lens parce que j'avais des collègues, camarades à l'université qui étaient passionnés d'RC Lens, sang et or, et je suis allé au stade Bollard plein de fois chanter. J'ai adoré cette ambiance. Enfin, tu sais, d'aller en bus en buvant de la bière, tu revenais en bus en buvant de la bière. Donc il y avait une ambiance que j'avais trouvée extrêmement festive, jamais agressive. Puis j'ai arrêté de suivre le foot quand je commençais à quitter l'université. Dès que j'ai arrêté d'être étudiant, je me suis beaucoup moins intéressé. Je regarde un match de temps en temps, mais très, très sincèrement, je préfère regarder autre chose aujourd'hui. Ok, excellent. Alors, reparlons un petit peu maintenant de ton parcours un peu académique. Alors, j'ai vu que tu étais docteur en algorithmique des réseaux. En fait, je sais pas, je trouve ça classe. J'ai rien compris ce que ça veut dire. Et j'ai pas eu envie d'aller chercher. Je me suis dit, non, il va m'expliquer. Parce que Ouais, voilà, quoi. Quand tu je te vais te présentes, raconter ça. Je vais te raconte-nous un raconter, peu. ouais, je vais te raconter un tout petit peu ça. En fait, la première chose qui m'a fasciné quand j'ai étudié à l'université, ça a été, enfin, quand j'étais à l'université, ce qui m'a fasciné au début, c'était découvrir comment fonctionne Internet. Toi, enfin, la majorité des gens utilisent Internet tous les jours et ignorent complètement comment ça fonctionne. À titre personnel, c'était un tout petit peu curieux techniquement. C'est intéressant de regarder un peu comment ça fonctionne parce que tu découvres plein de choses qui sont vraiment agréables quand tu vois comment fonctionne Internet. La première, c'est il y a beaucoup plus de décentralisation qu'on imagine, que c'est un peu autonome, que c'est un peu vivant, que c'est un peu automatisé et ça fait des choses merveilleuses. Et ce que moi j'avais trouvé dingue déjà à l'époque, c'est que la quasi-totalité des protocoles qui permettent de le faire fonctionner, à cette époque-là, avaient déjà 20 ans, donc maintenant ils ont plus de 40 ans. Et ils n'ont quasiment pas été changés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont inventé des règles avec lesquelles ça allait fonctionner, qui étaient bien du premier coup, qui n'ont jamais fonctionné, enfin qui n'ont jamais changé et qui fonctionnent bien un peu comme Bitcoin, tu vois. C'est-à-dire qu'on trouve une règle qui est bien et on la bouge pas. Et il n'y avait pas d'entreprise qui gère ça, il n'y a pas Coca-Cola, il n'y a pas une grande entreprise qui gère ça gère automatiquement. Et j'avais trouvé ça assez fascinant. Il y avait un petit côté vivant numérique, vivant informatique qui me plaisait beaucoup. Donc j'étudie ça, et pour le coup, pour bien étudier comment ça fonctionne et comment ce miracle est possible, bah, en France, tu es obligé de faire un truc qu'on appelle de l'algorithmie. Donc résoudre un problème de manière automatisée, on va dire ça comme ça. Et il y a une branche qui est très intéressante, c'est l'algorithmique des réseaux. C'est-à-dire comment tu fais pour que des réseaux informatiques arrivent à fonctionner de manière autonome, plus ou moins efficiente, corriger des bugs et corriger des défaillances. Ça me fascine, j'en fais ma thèse. Et effectivement, l'une des problématiques que j'avais au départ, c'était que, alors je vais essayer de le résumer très très vite, mais en gros, là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, donc on est en streaming vidéo, en audio, machin.
Ça fonctionne plus ou moins bien. Tu vois, de temps en temps, tu pixelises, de temps en temps, c'est mal qui pixelise, de temps en temps, le son, il n'est pas très très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas une entreprise, en tout cas, j'imagine qu'il n'y a pas une entreprise qui relie nos deux câbles directement. Ça veut dire qu'en fait, mon trafic sort de mon fournisseur d'accès, il passe par quelqu'un d'autre, puis il va dans ton fournisseur d'accès et ça finit dans ta machine. Et je raconte même pas ce qui va chez celles et ceux qui nous écoutent. Et donc, en fait, en gros, tu as un trafic qui est partagé par plein de gens et personne, à part ton fournisseur d'accès et le mien, n'ont un intérêt économique pécunier fort à que le trafic soit bien géré. Ceux qui portent le trafic pour les autres, d'accord, ce qu'on appelle les agents de transfert, eux, ils portent le trafic des autres parce qu'il faut le faire et parce qu'il y a une économie grise derrière. Et en fait, le sujet de ma thèse, c'était de savoir si les fournisseurs d'accès pouvaient se mettre en alliance entre eux pour soigner le trafic de leurs potes. Ça veut dire que quand tu reçois du trafic, s'il vient de. Tu vois, c'est comme si chacun d'entre nous était un fournisseur d'accès. Quand je reçois des trafics de GRM, même si c'est pour le voisin au loin en Corée, bah, je prends soin de ton trafic et toi, en échange, tu prendras soin de mon trafic quand tu l'auras. Tu vois, on se fait un groupe de potes et chacun soigne son trafic, donc ce qu'on appelle les stratégies d'alliance dans les réseaux interdomaines, à hiérarchie égoïste. Et en gros, c'est super intéressant parce qu'il y a une notion d'alliance entre les fournisseurs d'accès, d'algorithmie, comment tu punis ceux qui ne respectent pas l'alliance, comment tu mets en place les alliances, quand elles sont efficaces, quand elles ne le sont pas. Et ça m'avait très bien intéressé parce que si ça fonctionnait bien, ça pouvait être quelque chose qui était un peu automatisé, ça créait des clubs. Et ça me plaisait bien. Voilà, il y avait ce problème m'amusait bien, tellement il m'amusait que ça m'a occupé pendant 5 ans. Et globalement, bah, une thèse, tu la finis jamais, tu arrêtes juste de bosser dessus. Donc j'ai fini ma thèse, je l'ai présentée, Et là, on va elle a parler été validée. justement d'un réseau distribué, parce que souvent, on confond les Mm. réseaux décentralisés des réseaux distribués. Mm. Là, pour le coup, ce dont tu nous parles là, c'est un exemple de distribution. On rappelle que Internet fonctionne par l'envoi et la réception de paquets Mm. de données. Donc ça nous amène évidemment aux cryptoactifs, aux Bien sûr. crypto-monnaies, peut-être à Bitcoin. Est-ce que tu peux nous raconter par quelle porte tu as rencontré la cryptographie ou Bitcoin ou les crypto-monnaies, je ne sais pas, par quelle porte tu as découvert cet univers qui Ouais. aujourd'hui Bah, partage nos quotidiens? alors, bah, par plusieurs portes. C'est d'ailleurs ce qui a en partie inspiré l'écriture d'Alice. Parce qu'en fait, l'écriture d'Alice, c'est l'histoire d'un chemin initiatique, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, les chemins initiatiques pour découvrir Bitcoin et les cryptos, il y en a plein. Ils sont très variés. Et c'est vrai que pour le coup, c'est une question que moi j'adore parce qu'elle parle beaucoup de nous. J'ai découvert Bitcoin très tôt. Mais d'un point de vue complètement scientifique, ça faisait partie des nombreuses piles d'articles de recherche. Le white paper faisait partie de mes piles de recherche, puisque globalement, c'était un réseau d'archivage ou de redatage distribué. Donc pour le coup, c'était dans mon champ de thèse. En fait, j'ai découvert plus tard que ça gérait de la monnaie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de l'eurodatage de transfert. Donc je savais même pas qu'il y avait la notion de monnaie derrière Donc, quand on j'ai. rappelle, pardon, mon Daniel, tu sais, Hmm, hein, ici dans l'émission, voilà, on a différents hmm, niveaux de connaissances. Donc, quand tu parles d'horodatage, on parle du timestamp. Donc, c'est-à-dire tout qu'en à fait. gros, chaque bloc sur la blockchain Bitcoin, Hmm. donc avec un grand B hein, cette fois-ci, évidemment, eh bien, on va avoir l'horodatage, donc la date et l'heure de création du bloc ou de Ouais, c'est ça. validation du bloc. En fait, Ouais. dans un registre comptable, ce qui est le cas de Bitcoin, d'ailleurs, dans les blockchains, qu'elles soient en graphe ou de manière plus linéaire, fonctionnent de ce principe-là. L'objectif, c'est de dire qu'est-ce qui a lieu, enfin, ce qui a lieu, est-ce que c'est la bonne personne qui a autorisé ce qui a eu lieu, et quand ce qui a eu lieu a eu lieu. Voilà. Donc, en fait, le principe des blockchains, c'est pour ça que ça va par bloc, par principe très simple, ce qui est dans le bloc précédent arrive précédemment de ce qui est au bloc suivant. Et en fait, c'est simplement ce que Satoshi a fait une time chain, que je trouve très jolie. Ça veut dire quelque chose qui permet de dire quand les transactions ont eu lieu, pour en fait savoir que telle transaction était précédente. Donc, le Bitcoin que tu veux dépenser maintenant, tu ne peux pas le dépenser parce que tu l'as dépensé précédemment. Voilà. Et en fait, ça m'intéressait bien. Donc, je me suis intéressé à ça. Donc, juste le principe de gros datage, le fait qu'il y ait une monnaie qui soit limitée à 21 millions, les théories autrichiennes de la monnaie, mais j'en avais que faire. En fait, c'est très instructif en fait d'avoir fait ces chemins initiatiques parce que j'étais dans un laboratoire de recherche. J'avais un bac plus 5 en cryptographie. Donc, j'avais toutes les armes intellectuelles pour percevoir la beauté de Bitcoin. Et il n'empêche qu'en fait, c'est un peu comme le café et la bière. J'ai lu, je trouvais ça intéressant, mais pas du tout fascinant, et je suis passé à autre chose. Ça veut dire que, et puis à un moment donné, il y a des potes qui m'ont dit, hey, tu veux pas qu'on achète un peu de crypto pour faire les transactions et voir comment ça fonctionne, pour voir comment le redatage fonctionne.
J'arrive avec ma carte bleue, je tombe sur un site en anglais, je scroll, je dis ah ça louche ce truc-là, je le fais pas, je pose de côté. Donc en fait, il y a ce côté qui fait que même dans un laboratoire de recherche, alors que pour le coup j'étais plutôt à la quadrature de lettres à ce moment-là, donc liberté informatique et tout, c'était quelque chose qui me parlait. Je trouve pas Bitcoin fascinant dès le premier coup. Et donc c'est ça qui m'avait fait comprendre des choses beaucoup plus tard en rétrospective quand j'avais étudié un peu mon cas. C'est que je me suis dit, je me fâche toujours, toi et moi, quand il y a des gens qui comprennent pas l'intérêt de la blockchain et du Web3. Mais en fait, je me rappelle que pendant des années, j'ai pas trouvé ça intéressant. Alors qu'en fait, j'avais tout pour comprendre. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent ah non, c'est trop compliqué, je comprends pas. Non, moi, je comprenais tout. C'était pas compliqué, mais ça m'intéressait pas. Donc, tu vois, j'avais même pas l'excuse de dire que c'était compliqué. Mmh. Donc, je Après, à passe le l'époque, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait évidemment beaucoup moins de sources, il y avait Oui, bien évidemment sûr. beaucoup moins de pédagogie. Tu devais faire tes recherches tout seul. Il Mm, n'y avait pas toute la vulgarisation, il n'y avait pas forcément toutes ces chaînes YouTube, tout ce contenu, etc. Et tout donc, à il fait. fallait essayer de comprendre par soi-même ou essayer de connecter avec ceux qui avaient déjà compris et qui étaient à l'époque évidemment bien moins nombreux qu'aujourd'hui. Tout à fait. Non, il y a moins de contenu, moins pédagogique, et puis les très peu de choses qu'il y avait dans les médias ordinaires étaient extrêmement diabolisants. Donc tu passes à autre chose, la vie est trop courte, tu vas pas t'embêter avec ça. Donc je continue, je continue, je continue. Je m'y intéresse assez peu. Quand j'enseigne à éthique l'histoire d'informatique et d'Internet, j'ai 4-5 slides qui parlent de Bitcoin. Comme étant tout simplement une monnaie libre open source, parce que je parle des mécanismes open source, donc je parle de Bitcoin parce que je parle des mécanismes open source, tu vois, tout simplement. Pas parce que je parle des mécanismes monétaires ni distribués ou décentralisés. Puis à un moment donné, quand je recrée Zogma après avoir quitté Ethic, donc que je crée une petite agence avec des anciens, j'ai des clients, parce que du coup je fais des ERP, donc des outils métiers pour gestion de commandes, gestion de clients, des CRM, tout ce que tu veux. Les outils qu'utilisent les gens pour bosser tout simplement. En fait, je tombe sur un client qui veut d'authentification par wallet. Il dit voilà, moi j'aimerais bien faire de l'ancrage Web3 sur Ethereum, j'aimerais bien qu'il y ait ça, ça, ça. Et là, je me dis ah, ça y est, il y a, des industriels, des entreprises qui réclament ce genre de techno. Donc, je décide d'aller me former, je tombe sur Alira. Voilà, donc l'histoire à ce niveau-là est relativement courte. Et c'est effectivement grâce à Alira, quand je commence à faire des choses avec, ça veut dire que je brise un tabou qui est c'est inutile, ça sert à rien. Bah non, moi j'utilise, ça sert. C'est-à-dire que je suis un développeur, j'utilise, je déploie des smart contracts qui ont une utilité métier forte. Donc c'est utile, donc je peux vendre ça à mes clients. Donc pour moi, la question est réglée. Et à ce moment-là, une fois que je suis convaincu que informatiquement ça fonctionne, ça sert, en l'occurrence c'était plutôt Ethereum, je m'intéresse à effectivement tout le reste. Et là, je m'intéresse beaucoup plus à Bitcoin. Et là, je commence à regarder beaucoup de contenu, beaucoup de livres. Je lis les livres de Jacques Favier, j'écoute les podcasts de Parlons Bitcoin d'Emmanuel. C'est-à-dire que je commence à me nourrir d'énormément de contenu. Je passe beaucoup de temps dessus. J'ai beaucoup de altcoins. Je m'intéresse aussi à eGold à l'époque, à Exportal maintenant. C'est-à-dire que voilà, je m'intéresse effectivement à toutes ces technos-là. Et je m'intéresse effectivement au problème monétaire qui est le Bitcoin. On aura l'occasion d'en parler si tu veux. Et donc à ce moment-là, je découvre qu'il y a une véritable culture, qu'il y a une véritable, ce que j'appelle la cryptoculture, qui me nourrit énormément intellectuellement. Et je me dis, bon sang, on est en train de culturellement créer quelque chose. On est en train de réfléchir à une façon différente de voir le monde, à des valeurs différentes, à des mantras différents. Il est en train de se passer quelque chose je pense, vraiment fort et vraiment puissant. On commence à être des millions, des centaines de millions, tu vois, à un moment donné, ça commence à vraiment faire beaucoup de monde. Et à ce moment-là, je me dis, je vais voir Jérémy Vauquier, qui est le président d'Alira à ce moment-là, et je dis, écoute, moi, mon métier, c'est de la direction pédagogique, j'ai fait ça pendant des années. Il s'avère que tu gères un organisme de formation. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Il s'avère qu'à ce moment-là, il vient d'avoir la naissance de son premier gosse. Il a besoin d'un coup de main et l'aventure commence à ce moment-là. Et c'est là que je deviens directeur pédagogique d'Alira. On est en mai 2021 et ça faisait déjà 5 mois que j'étais étudiant environ. C'est fou parce que, comme quoi faire une formation chez Alira, ça peut mener à Il y a à beaucoup, plein de oui. choses. Alors toi, J'en tu suis es un devenu exemple. directeur. Moi, je suis devenu formateur, et donc c'est vrai que c'est vraiment de l'évolution, interne, comme on dit. Exactement. Donc non, ça, c'est cool. OK, donc je vois effectivement, ça et en termes alors, on comprend que tu t'intéresses à j'allais dire la technologie, même si, je me reprends souvent parce que Bitcoin, en réalité, n'est pas une technologie, la blockchain, c'est pas une technologie, c'est juste une base de données, Mm. mais bon, vulgarisons, si on veut bien. En matière d'investissement, quel cycle tu vis
toi. Parlons des cycles bull run, bear market. Est-ce qu'on parle de 2017? Est-ce qu'on parle d'après le bear jusqu'en 2020? Est-ce que tu as vécu la DeFi season? Est-ce que tu as vécu, est-ce que tu peux nous raconter, sans nous donner évidemment d'informations Oui. concernant le web, mais peut-être comment tu vis ces cycles? Est-ce qu'il y en a un qui te marque plus qu'un autre? Est-ce que tu as une anecdote? Enfin, parle-nous un petit peu de Daniel le spéculateur. Alors déjà, Daniel est un très mauvais spéculateur et particulièrement un très très mauvais trader. Alors déjà, j'investis pas. Je suis très peu investisseur en fait. J'investis pas. Je suis assez vieux jeu là-dessus. J'ai acheté mon appartement, j'achète des choses. Tu vois, quand il faut acheter une bagnole, j'achète une bagnole. Tu vois, donc il y a vraiment ce côté. Je suis investisseur. En fait, j'investis sur des choses que je peux utiliser au quotidien. J'investis pas sur des actifs en quelque sorte. Et quand à un moment donné, alors pour le coup, le cycle, j'en ai connu, j'ai eu la chance d'avoir connu un cycle entier. Ça, c'est vraiment extrêmement formateur. Je pense que il y a dans l'univers crypto, il y a ceux qui ont connu un cycle entier et ceux qui ne l'ont pas encore connu. Il y a une vraie puissante différence dans l'intellect, dans le mental, dans le recul des choses entre ceux qui ont vécu un cycle et ceux qui l'ont pas vécu. Et donc globalement, bah, comme tout le monde, hein, je prends un petit compte dans un exchange quelconque. En l'occurrence, moi, c'était Binance. Et puis tu vas regarder The Throne, tu vas regarder Cryptomatrix, tu vas regarder ah tiens tel altcoin est sympa, regardez il a une courbe plate. Donc, du coup, tu arrives, tu en prends 10 euros, 20 euros, tu verras bien. Donc en fait, je suis plutôt comme ça. Je m'intéresse un peu à la charte graphique parce que je trouve ça élégant. Il y a un peu de mathématiques derrière, donc je trouve ça amusant. Mais ce qui m'intéresse beaucoup assez rapidement, c'est la finance centralisée. C'est-à-dire quand très rapidement, alors pour le coup, je découvre comme beaucoup de gens, peut-être même toi, sur la BSC, en fait sur la DeFi à l'EVM, on va dire low cost. Il n'existe pas de DeFi sur Solana à ce moment-là. Il n'existe pas. En fait, la DeFi n'existe que sur les technologies Ethereum. En l'occurrence, les technologies Ethereum low cost à l'époque, c'était la BSC, donc la smart Ouais, chain je me de rappelle Binance, bien. avec J'ai fait un. PancakeSwap et tout ça. Donc Alors, il y a PancakeSwap, ouais. Il y avait aussi un autre truc plus dégène qui s'appait à l'époque Bakery Swap. Je ne sais pas si tu as connu ça. Il y avait il y avait toute Biffy aussi. l'alimentation du monde. Tu Ouais, avais il y tout avait ce qui tous les était. animaux aussi. Tu avais des bananes, tu avais tout ça, il y avait banana, donc j'avais eu du banana, j'avais eu du cake. J'avais outil été rapidement sur des Ponzi quasiment assumés, hein, tu vois, des clones de PancakeSwap, il y en a eu des cinquantaines, où effectivement tu avais des API, enfin des APR ou des API à 2000%. Donc tu arrives et tu vois quasiment ta crypto par centime augmenter minute après minute. Mais tu vois en même temps la valeur du token, du protocole qui descend à peu près au même niveau, et déjà tu sens qu'il y a une couille. Ça, déjà rapidement tu te dis, c'est bizarre, mais en fait la valeur du jeton il descend aussi vite que la quantité de jetons que j'ai monte, donc en fait la valeur reste la même, mais il n'empêche que je vois quand même mon jeton grandir. Et au fur et à mesure qu'il y a des gens qui arrivent dans le protocole, donc c'est clairement un Ponzi à ce moment-là, hein, en fait, donc je commence à comprendre plein de mécanismes, plein d'astuces. Et comme à l'époque je suis développeur Solidity, je commence à m'intéresser à comment ça fonctionne. Bon. Et donc en fait, je suis très très souvent en expérimentation, mais encore une fois, j'ai pas la rigueur mentale de retirer mes sous au bon moment. J'ai pas la rigueur mentale de bouffer de la doc pour me dire où est-ce que je vais mettre mes 1000, 2000 euros de crypto, de tel machin. Donc globalement, je m'y intéresse pas. Et puis, je veux dire aussi assez simplement, là, en fait, le pognon m'intéresse relativement peu. Alors ça, et en fait, pour Alira, pour la direction pédagogique d'Alira, en soi, tant mieux. Parce que en fait, si pognon m'intéressait beaucoup, j'aurais fait des NFT de chiens, j'aurais fait des scams à droite et à gauche, j'aurais pris du pognon et je serais en train de faire autre chose aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, le fait que je me sois beaucoup plus intéressé à comment fonctionnent les choses, à comment gagner de l'argent, fait que au final, j'ai pu faire ce que je fais aujourd'hui chez Alira. J'ai pu écrire une bande dessinée alors que le retour sur investissement de créer ce genre de projet à l'heure est assez. Enfin, tu gagnes plus d'argent en bossant dans un kebab à l'heure qu'en écrivant un bouquin aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout ce système-là qui fait que d'une certaine façon, ça m'a construit de manière différente. J'ai adoré le DeFi Summer. J'ai adoré la chute de Terra Luna. J'ai pas perdu grand-chose, j'ai dû perdre 200 euros. Mais il n'empêche que j'ai été fasciné à la vitesse à laquelle le Darwin économique dans la crypto avait fait son office. Il y a plusieurs pages de la fin de Terra Luna sur l'ISOP des cryptos. Et moi, j'avais adoré le fait que le protocole est faillible, le token tombe à zéro, le truc est détruit, liquidé en une semaine.
Alors qu'en fait, dans les autres systèmes, on est obligé de sauver des banques parce qu'elles sont systémiques en permanence. Là, il y avait une espèce de Darwin sauvage qui avait complètement détruit l'objet. Et ça m'a fasciné, le fait que des colosses peuvent naître et des colosses peuvent disparaître en quelques semaines. Ça m'a énormément intéressé. Et puis aujourd'hui, à titre personnel, je fais du DCA très bête et méchant. Hein. J'ai une petite partie de mon salaire, quelques centaines d'euros qui partent en DCA, principalement sur Bitcoin aujourd'hui. Et puis je laisse ça comme un compte épargne. Je suis pas, j'ai jamais été intéressé par l'investissement. Par contre, j'étais intéressé par le côté darwinique biologique de l'objet. Ça, par contre, ça m'a fasciné. Et toi, tu vois, notamment par le prisme de l'actualité qui s'est accélérée autour de Bitcoin ces derniers mois, tu accumules des Bitcoins dans quel objectif? Est-ce que justement c'est pour la spéculation? Est-ce que c'est en matière de réserve de valeur parce que tu doutes de la viabilité des monnaies fiat? Enfin, est-ce qu'il y a un sous-jacent, j'allais dire, un peu Bah, philosophique, voire monétaire, ou est-ce que c'est juste voilà, c'est, pour préparer ta retraite, quoi? je Ou vais les le deux, dire hein? je vais le manière de manière très simple, parce que je trouve que c'est plus simple à stocker que de l'or. Voilà, c'est tout. C'est Donc aussi con que c'est ça. Ça veut dire pour moi, le Bitcoin est un métal numérique précieux. Euh, pour plein de raisons, cet objet, je pense qu'il est peut-être pas indestructible, mais beaucoup plus indestructible que la majorité du système qu'on a aujourd'hui. Puis j'ai pas besoin d'être convaincu. Enfin, statistiquement, la monnaie fiat est programmée pour perdre de la valeur. Tu prends n'importe quel stade depuis 70, toutes les monnaies fiat s'effondrent. Mais c'est normal. Enfin, elles ont été. Enfin, tu vois, les gens se disent, oh, l'euro s'effondre. Non, il a été conçu par design pour descendre en fait. Ces monnaies ont été conçues par design pour perdre de la valeur parce que pour le coup, c'est une manière qu'on a de stimuler l'investissement, ce qui fait que pour le coup, tu as tout intérêt à emprunter puisque tu auras moins à rembourser en valeur à l'avenir. Donc c'est un truc qui encourage l'emprunt, ça encourage le fait qu'on a un système monétaire qui est basé sur l'argent dette. En fait, il suffit que tu regardes deux ou trois documentaires, par exemple l'argent dette. C'est un truc. Moi, j'étais à un voyage à Chypre. Il y a plusieurs années déjà, et j'ai un de mes potes de lycée qui a fait une thèse en physique, lui. En tout cas, beaucoup de mes potes ont fait des thèses au lycée. C'est assez bizarre. On a été beaucoup à faire des thèses parce qu'on n'avait pas à faire des discussions alcoolisées sur des choses assez profondes. Donc, on était fascinés par des problèmes délicats. Il a fait une thèse en physique. Il a bossé en trader de matières premières. Et d'aujourd'hui, il vit encore à Chypre de mémoire. Donc en fait, il vend des matières premières. Et donc il a été trader de matières premières pour des grands comptes. Il a fait des algorithmes pour ça, pour du cuivre principalement. Et il me dit, mais tu sais, la monnaie, c'est programmé pour perdre de la valeur. Et il me le dit très sérieusement, entre deux ou trois tacos, enfin, entre deux ou trois entrées grecques. Hein. Et je dis, mais comment ça se fait, machin et tout. Et il me fait voir un documentaire qui s'appelle L'argent dette, qui explique comment l'argent est créé, qui explique en fait comment le mécanisme d'argent fait qu'on est obligé d'emprunter en permanence pour payer les intérêts des emprunts passés. Donc il m'explique tout simplement la course en avant de la dette, le système en fait, comment il fonctionne. Ce que la majorité des économistes connaissent, mais 90% de la population ne sait pas du tout comment se crée l'argent, ne sait pas du tout d'où vient l'argent du crédit. Tu interroges les gens dans la rue, et ils pensent que quand tu achètes un crédit, enfin tu prends un crédit pour ta maison, on est allé prendre l'argent de l'épargne de la mamie à côté, on te l'a prêté et tu as intérêt à la rembourser pour la rendre à la mamie après. Ils pensent que c'est ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Quand tu empruntes de l'argent, cet argent est créé ex nihilo. Ça veut dire qu'on crée de l'argent pour ton emprunt. Et cet argent est détruit au fur et à mesure que tu le rembourses. C'est comme ça. Non, mais surtout, ce qui est important et notamment, avec l'euro, Hmm. c'est que l'argent n'est pas emprunté à l'intérieur, comme on peut avoir par exemple au Japon, dans lequel on a effectivement de la création monétaire, mais en même temps ceux qui empruntent sont des Japonais, qui ensuite effectivement, eh bien, reverseront à leurs enfants, et comme tu maîtrises ta monnaie, puisque tu peux faire des politiques de dévaluation, de surévaluation et en même temps tu peux créer de la monnaie, donc, c'est une dette qui est entre guillemets plus saine et plus durable. L'euro, c'est différent, tout comme le dollar d'ailleurs, c'est que ceux qui te prêtent de l'argent pour soutenir ton économie sont des acteurs extérieurs, que pour ce qui est de la France notamment, on n'a plus ce levier monétaire qui pourrait nous permettre, comme à l'époque, d'imprimer du franc ou d'en détruire et de mener des politiques monétaires intéressantes. Et donc, dès que tu perds ta souveraineté
sur la dette et ta souveraineté sur ta monnaie, eh bien, au final, la politique monétaire de la France, en fait, elle va au gré des marchés, en fait, dans le mauvais sens du terme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'est mis au pied, en fait, en acceptant l'euro, de toute façon. Tout à fait. Et pour le coup, mais c'est très juste ce que tu précises. Et pour le coup, quand j'ai ce virus-là, c'est comme un virus informatique qui est rentré dans ta tête et que tu sais comment fonctionne la monnaie réellement, parce que 90% des gens ne savent pas, bah à ce moment-là, quand je m'intéresse et que je vois en fait comment fonctionnent les Ponzi monétaires dans la DeFi de Binance Smart Chain, je comprends clairement ce que c'est que le jeu de la monnaie. Comment tu fais qu'une monnaie gagne de la valeur, comment tu fais qu'une monnaie perd de la valeur, les mécanismes de confiance, les mécanismes d'offre et de demande, de supply. Et en fait, c'est un peu comme dans Matrix, tu sais, le gars qui dit avec nos kung fu, hein, c'est qu'à un moment donné, tu dis, ah d'accord, je vois ce que c'est que la monnaie en fait. Et en fait, en plus, j'avais lu plein de trucs comme Homo sapiens, donc les principes des croyances et en fait les principes de d'illusion collective. Et en fait, je me dis, bah en fait, ouais, mais en fait, je comprends comment fonctionne la monnaie. Et donc, du coup, tu t'intéresses à Bitcoin de manière beaucoup plus différente. Comme une alternative monétaire, donc ça, tu t'intéresses à Bitcoin pour des raisons politiques, des raisons de liberté d'habitants, pas de citoyens, etc., etc. Et donc, pour le coup, à partir de ce moment-là, bah, y a ce côté rabbit hole. Donc, je me suis intéressé au départ par la tech, mais cet intérêt pour la tech ne m'a pas rendu accro. C'est l'intérêt, en fait, pour le côté de révolution monétaire qui m'a rendu accro. Révolution monétaire dans le fait de appropriation collective des moyens de production monétaire. Enfin, tu connais on aura l'occasion d'en reparler, mais tu connais un peu mon sentiment par rapport à ça, sur le fait que Bitcoin est la monnaie la plus publique, est encore plus publique que la monnaie publique. Voilà. Ouais, c'est dans le code, hein, de toute façon, hein, le côté public, hein, donc voilà. D'ailleurs, à ce sujet, c'est quoi ton avis sur les, les- disons, le clivage, la dichotomie entre les États-Unis qui disent non au CBDC mais oui au stablecoin, Ouais. et l'Europe qui inversement dit oui au CBDC et met des bâtons dans les roues des stablecoins, voilà, pour simplifier un petit peu. Ouais. Bon, après, c'est les stablecoins qui sont pas les siens, qui sont les dollars. Donc, pour le coup, on peut imaginer qu'il y a un petit côté, protection douanière pour éviter que tout soit en dollars dans le pays. Il y a j'essaie de résumer de manière un peu ça. Les Américains et nous n'a pas du tout le même rapport à la liberté. Ça, je dirais même plus simplement le monde anglo-saxon, parce qu'on parle en fait de l'Europe, mais en fait, à une époque, il y avait les Anglais à l'Europe, et je suis sûr que les Anglais n'auraient pas voulu la CBDC. Il y a un rapport il y a une mentalité anglo-saxonne et il y a une mentalité pas anglo-saxonne. Il y a un droit qui est le droit de la jurisprudence, le Commonwealth, et le droit romano-germanique qui est le nôtre. Ça veut dire qu'on n'a pas la même notion de gérer le risque, on n'a pas la même notion de gérer le contrôle, on n'a pas la même notion de gérer à quoi l'État doit s'occuper. Je trouve qu'en Europe, on est très pro-étatiste. Ça veut dire que et c'est pas et alors pour le coup quand je dis ça, je dis ah t'es libertarien machin et tout, tu veux plus d'école privée, tu veux plus d'hôpitaux, tu veux pas la police, tu veux le chaos. Je dis pas vraiment. Et en fait, je connais un tout petit peu l'histoire et quand il y a une citation qui est très connue, mais très peu de gens citent de qui elle est. C'est rien en dehors de l'État, rien contre l'État, rien sans l'accord de l'État. Aujourd'hui, tu aurais plein de gens qui sont du Parti socialiste qui pourraient dire ça. C'est-à-dire que dire non, non, il faut que ce soit l'État qui s'en occupe, l'État doit s'occuper de ça, c'est important, faut pas donner ça au privé, machin bidule. Rien en dehors de l'État, rien contre l'État, c'est une citation de Mussolini. En fait, c'est une valeur autoritaire. Ça veut dire que quand tu dis que quelque chose doit être géré par l'État et que l'État doit contrôler quelque chose et que ce quelque chose, c'est à peu près tout, c'est un penchant autoritaire. Ce n'est pas un penchant, c'est pas être socialiste de dire que tout doit être géré par l'État. C'est autoritaire, c'est pro-fasciste, c'est dictatorial de dire que tout doit être géré par l'État. D'ailleurs, la définition du dictateur, c'est que tout doit être géré par l'État. Sans le peuple en l'occurrence, ou avec le peuple sans réellement lui donner droit de décision et compagnie. Tu as un rapport de la démocratie qui est complètement différent avec la Suisse et la France, pour différentes raisons. Et en fait, les États-Unis, ils n'ont pas vraiment ça.
C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont une manière un petit plus entrepreneuriale, business first. On demande pardon plutôt que l'autorisation. Il y a un rapport au risque de l'entrepreneuriat qui est très différent. Et moi, j'en ai pour preuve, en fait, un vrai sujet qui est pour moi le sujet le plus important. Alors, en Europe, c'est exacerbé. En France, c'est quasiment devenu un art de penser. C'est le rapport qu'on a à la liberté, c'est le rapport qu'on a à l'État n'est pas la société. C'est Jacques Favier qui m'a dit ça à une époque, c'est que l'État n'est pas la société. Et en France, quand tu dis cette phrase-là, elle est bizarre. Je dis, mais non, la société, c'est l'État. Non, l'État n'est pas la société. Il y a la société. Les rapports humains qu'on a, les rapports là-dessus, et puis il y a l'État qui est autre chose, qui est la violence légitime. Et en fait, l'État n'a pas à contrôler ce que tu dois penser, l'État ne doit pas contrôler ce que tu as fait. On a fait une table ronde la semaine dernière sur l'IA et les droits d'auteur. Les 4 personnes, on n'était pas d'accord sur tout, mais les 4 personnes qui étaient à la table ronde, c'était à l'école de guerre économique, c'est pas rien, étaient tous outrés qu'en France, on ait un truc qu'on appelle le ministère de la Culture. Ça veut dire que l'État contrôle ce qui est beau et ce qui est la culture, ce qui n'est pas la culture. En théorie, dans un pays démocratique, tu ne dois pas avoir un État de la culture. Ce n'est pas à l'État de définir la culture. Et en fait, le clivage qu'on a entre l'Europe et les États-Unis, principalement, c'est ça. C'est que les Américains ont conçu, on part du principe que l'État ne doit pas tout contrôler. Et que pour le coup, même s'ils ont le dollar, acceptent le fait que non, une monnaie qui atteint aux libertés des gens, qui est aussi liberticide qu'une CBDC, peut-être que c'est un Rubicon qu'on ne doit pas franchir. Les Américains ont cette philosophie-là, les Anglo-Saxons ont cette philosophie-là, une grande partie de la planète a cette philosophie-là. En Europe, et notamment en France, on n'a pas cette philosophie-là. Avoir une monnaie qui permet de contrôler la population, ça passe bien. Voilà. Ouais, je vois. Alors évidemment, je partage cela. De mon point de vue, je pense effectivement que l'État devrait se rapprocher de ses fonctions régaliennes. Mais on a malheureusement ou heureusement pour certains, parce qu'il y en a qui tirent quand même énormément parti de cet État nourricier, eh bien, on souffre d'une certaine manière on va dire, de la période post-Seconde Guerre mondiale, dans laquelle on a institutionnalisé tout, en fait, de la naissance à la retraite, voire la mort. Et on arrive aujourd'hui à ce que, disons que sous couvert de protection du consommateur, sous couvert d'assurer un bien minimum pour tout le monde, on arrive dans une société, un État obèse. Et aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire des efforts. Voilà, bon, je pense que la boucle est bouclée. Alors justement, de ce point de vue-là, comment toi tu appréhendes ce qui se passe au niveau géopolitique aujourd'hui? Je recevais récemment Monsieur Galli, Jean-Charles Galli, qui a rédigé un ouvrage très intéressant sur la géopolitique de Bitcoin avec Alexandre Stachenko. Et dans cet ouvrage, eh bien, il parle des différents situations géopolitiques liées à Bitcoin, que ce soit dans l'accumulation, que ce soit dans le minage, que ce soit dans les crypto-monnaies dans leur ensemble, et notamment l'industrie des stablecoins, etc. Donc, on voit qu'il y a des blocs qui sont en train de se créer. Et que chacun défend ses intérêts, ce qui est tout à fait normal. Donc, on a les États-Unis, on a évidemment l'Asie, on a les Émirats arabes unis aussi qui se positionnent sur ces nouvelles technologies. Puis on a l'Europe en plein milieu qui, lui, fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire réguler. Est-ce que tu as déjà eu envie, dans ce contexte-là, de quitter la France, de quitter l'Europe, ou est-ce que tu te dis que c'est finalement le moins pire? Enfin, c'est quoi ton positionnement à ce niveau-là? Ouais, non, j'ai pas envie de quitter l'Europe. Déjà parce qu'il y a un truc que j'adore en Europe, c'est les frontières ouvertes. C'est le fait de me dire que je peux retourner en Espagne, que je peux aller en Belgique, que je peux aller dans tous les pays européens sans qu'on m'emmerde dans les douanes. Ça, je trouve ça merveilleux. C'est-à-dire qu'en fait, j'embrasse énormément de belles valeurs de l'Europe. Voilà, il y a le fait qu'il faudrait qu'on ferme, même économiquement. Enfin, et ça prendra les années qu'il faudra, mais oui, il faut qu'à un moment donné, il y ait une espèce d'équilibre économique commun. Donc, je peux être assez pro-européen, mais en même temps, en fait, avoir une certaine animosité envers différentes choses.
notamment ce que tu as dit tout à l'heure, le fait de vouloir contrôler. Alors je sais que par exemple, un des chevals de bataille d'Alexandre Tachenko, c'est tout simplement en fait ce qui est le contrôle de la lutte anti-blanchiment, qui dépense en fait des milliards. C'est-à-dire qu'en fait, la dépense en fait qu'on a pour éviter ça coûte plus que ce que l'on perdrait si on le laisserait faire. Donc en fait, il y a une espèce de, pour une efficacité, tu vois, c'est les mécanismes qu'il y a actuellement, c'est limite aurait un flic devant chaque magasin, quoi. Ça a un coût exorbitant pour la société, parce qu'en fait, quand tu imposes ces coûts-là aux organismes financiers, ils nous les font payer à nous, en fait. Hein. C'est pas l'État qui finance ces trucs-là, il n'y a pas de subvention pour mettre en place ces choses-là. Ça veut dire quand tu demandes aux acteurs d'avoir un contrôle anti-blanchiment aussi drastique, c'est nous qui payons ça. Donc en fait, c'est imposer un flic devant chaque magasin que toi tu vas payer parce que tu vas payer tes articles beaucoup plus cher parce que le flic il n'est pas payé par l'État, il est payé par le magasin. Bon. Et en fait, ce comportement-là, moi j'ai l'intime conviction qu'il vient d'un point de vue éducatif. C'est-à-dire qu'on va parler un peu de géopolitique, mais on va parler un tout petit peu d'éducation parce que en tant que directeur pédagogique, j'ai l'impression que je suis plus calé en pédagogie, en éducation qu'en géopolitique. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est l'attitude qu'on a. En fait, c'est la manière qu'on a en fait, c'est la manière qu'on a de gérer la responsabilité des gens. Tu m'entends toujours bien ou pas? Ok, parce que j'ai un petit Bien message sûr, d'alerte très bien. sur mon navigateur, donc j'avais peur qu'on soit coupé. Non, tout va bien, t'inquiète pas. Ok, toi, enfin, toi et moi, on bosse dans le privé, on a une entreprise, enfin, on a un métier et tout ça. On a des responsabilités. Si par exemple, je donne un exemple très bête, si à un moment donné des soutenances se passent mal, si à un moment donné le cours n'est pas au niveau, si à un moment donné il y a une erreur chez Alira, c'est ma responsabilité. Je suis directeur pédagogique, je suis responsable de ça, et donc je corrige l'erreur. Ok, bon. Et je vais pas dire non, c'est pas ma faute, j'ai fait ce qu'il fallait. Euh, la manière qu'on a de gérer les responsabilités politiques en Europe est, est devenue, à mon sens, très déresponsabilisante pour les responsables politiques. Je donne un exemple, je donne 3 exemples qui sont très simples. Tu as beaucoup d'hommes politiques qui ont freiné des 4 fers l'adoption d'Internet au début des années 2000. Non, on va continuer à utiliser Minitel. Non, on va pas permettre tels acteurs européens de gérer en utilisant Internet. Ça veut dire que tu as eu des initiatives politiques très fortes qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde en France, qu'on a les meilleurs mathématiciens, il y a par habitant, la France est très très loin au nombre de médailles Fields et donc de prix Nobel de mathématiques par habitant. On a les meilleurs, on a la On nation la retrouve plus. d'ailleurs, on retrouve d'ailleurs assez facilement des articles à Mmh. l'époque avec des personnes réputées, avec parfois même des fonctions politiques, qui se moquaient d'Internet et qui Tout à fait. promouvaient à l'époque justement Minitel. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut retrouver aujourd'hui On à peut peu près les retrouver. mêmes, alors pas les mêmes, mais en Mmh. tout cas des critiques équivalentes dans la méconnaissance et dans le manque de vision, clairement, qu'on Mmh. trouve aujourd'hui sur Bitcoin et les crypto-monnaies, quoi. Exactement. Et alors, pour le coup, c'est pour ça que d'une certaine manière, je trouve une très forte énergie à défendre Bitcoin et les autres crypto-monnaies, pour la bonne et simple raison que je connais très bien ces mécanismes de pensée. Ça veut dire qu'il y a un point qui est que euh, les responsables ne veulent pas éviter les problèmes, ils veulent juste dire qu'ils ont fait le nécessaire pour les éviter. Ça veut dire qu'en fait, ton objectif, c'est de ne pas avoir raison, ton objectif, c'est qu'on ne puisse pas dire que tu as eu tort. C'est très différent. Je vais donner un exemple qui est très simple. Quand moi je suis arrivé à l'école, au lycée, je faisais partie de ces étudiants qui levaient la main quasiment tout le temps. Ça veut dire que la maîtresse ou le maître posait une question, je levais la main, je répondais, j'étais pas sûr de ma réponse, mais je répondais même si j'étais pas sûr de ma réponse. C'est-à-dire que parfois je levais la main et je disais un truc faux. Et en fait, mes camarades de classe me regardaient bizarrement. Et ils allaient me voir après, ils me disaient Daniel, pourquoi tu as levé la main Bah je sais pas, je voulais répondre. Ouais, mais t'avais faux. Et je dis, mais c'est quoi le projet là en fait? C'est-à-dire qu'en fait, on doit lever la main quand on est sûr de la réponse en fait. Et ça m'a fait bizarre. Parce qu'en fait, quand moi j'étais en Espagne, alors il y avait juste une écart d'une classe, il y avait levé la main, c'était faux, et la maîtresse ou le maître te corrigeait, c'était pas grave. Personne ne te regardait de travers que tu avais levé la main sans être sûr de la réponse. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'une partie du système éducatif, C'est pire aujourd'hui. C'est-à-dire c'est pire qu'aujourd'hui, aujourd'hui.
Il y a même des endroits dans lesquels on se moque de celui qui lève la main, même quand il a bon, mais juste parce que, Exactement. c'est pas dans la doxa aujourd'hui que de participer à un cours qu'il vaut mieux, Mmh. disons le chahuter. Voilà et ça, C'est ça c'est peut-être le pire, quoi. c'est le pire et du coup, tu as différentes déclinaisons de nécrose, hein, dans ce genre d'épisode, mais en fait, ça arrive à un stade qui est l'homme politique reproduit ça beaucoup plus tard, qui est que le blanchiment fonctionne ou pas, moi j'ai mis en place des mesures, donc on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir rien fait. Ça veut dire qu'en fait, si ça échoue, tu t'es barricadé en disant j'ai fait le nécessaire. Moi, j'ai fait le nécessaire. Et en fait, non, tu n'as pas fait le nécessaire puisqu'il y a eu des problèmes. Donc en fait, la mesure que tu as mis en place n'est pas adaptée. Et on ne sanctionne pas, ou en tout cas, on ne met pas, si j'ose dire, au pilori les gens qui font mal les choses. Je donne un exemple très simple. Tous ceux qui ont fait en sorte que notre économie a pris un retard colossal en n'ayant pas de GAFAM, en n'ayant pas de géants numériques dignes de ce nom parce qu'ils ont mis des bâtons dans les roues, à aucun moment on les remet en cause en disant vous avez quand même un peu niqué l'économie européenne, il ne fallait pas le faire. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de sanctions, ils ne vont pas finir en prison. À aucun moment, on va ressortir les Ouais, responsables mais en tu leur vois disant qu'ils ont mal fait. le problème, si on réfléchit là-dessus, c'est que ces gens-là qui ont mené la France là où elle est aujourd'hui et ensuite on passera Mmh. à un autre sujet, peuvent se défendre légitimement d'avoir été élus. Et effectivement, quand on regarde les programmes, des personnes que nous élisons depuis, allez, on va dire 40 ou 50 ans, tout était écrit. Bah, moi, je me rappelle, du débat sur la Constitution européenne, j'ai retrouvé à l'époque des débats et des documents sur ne serait-ce que, le Maastricht. Donc ça, vraiment, ça, c'est pour le côté européen. Mais regarde les programmes, de François Hollande, même de François Mitterrand, qui est réélu et cetera. Donc en fait, ces gens-là, on pourrait les condamner, mais est-ce que c'est pas à nous, Mais, parce que finalement, on les a élus, nous et nos mais parents et nos grands-parents? ouais, mais je ne vais pas te dire enfin, c'est pour ça que je dis je ne vais pas les condamner. Enfin, ça sera, Je enfin, me fais l'avocat du non, non, diable, mais hein, tu as parce que raison. tu te doutes bien, Mais qu'on accepte de dire j'ai fait le nécessaire n'est pas une excuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, s'il y avait, il y a un engagement sur les moyens et pas sur les fins. Mais ça, voilà. c'est la société consulting, la société de ces agences de Ouais, conseil qui mais nous payent à prix d'or. je pense qu'il y a des pays où c'est plus exacerbé que d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Enfin, après, je pense qu'il y a des le politiques qui principe, sont c'est plus la dangereuses que d'autres. régularité. Le principe, c'est la régularité de l'élection dans lequel, normalement, on doit pouvoir bien ne pas élire quelqu'un qui nous a déçus ou qui a un mauvais résultat. Mmh. Mais lorsque les forces, qu'elles soient médiatiques, politiques, les différents, disons, les différents influenceurs, dans le sens influence hein, sur l'opinion publique et donc sur le vote, prennent parti à peu près toujours du même côté, Mmh. puisqu'on se rappelle hein, que la gauche et la droite ont finalement les mêmes, enfin les mêmes, des épiceries concurrentes, mais qui se Mmh. fournissent auprès du même grossiste. Donc voilà, donc Ouais. pour le coup, il est là le problème, c'est qu'on n'a pas Mmh. forcément une information éclairée, et donc on vote un peu pour le moins pire ou pour ce qui nous semble être intéressant. Et là, on en revient à l'importance de l'éducation, Ouais. l'importance de la formation, l'importance de savoir pour choisir de façon éclairée. Et je pense que c'est fondamental avec les nouveaux, avec les programmes scolaires, avec Mmh. l'abêtissement, avec cette société du divertissement. Eh bien, on abêtit finalement les plus jeunes et les moins jeunes, malheureusement, qui aujourd'hui voilà, ont l'impression de savoir et en réalité votent contre leurs propres intérêts parce qu'ils ne savent pas Oui, ou enfin, parce en qu'ils n'ont général, pas le ils votent temps. pas tout court, hein. Mais oui. Alors, sinon, il y a ceux qui votent pas, mais ceux-là, s'ils votent pas, c'est aussi parce que peut-être ils ne savent pas l'impact que le vote pourrait avoir parce qu'on leur rabâche que de toute façon, on Mmh. n'aura plus de retraite, de toute façon, le vote, ça sert à rien. Ça aussi, c'est d'une certaine Ça joue. manière de la méconnaissance et d'où l'importance, je crois, de réseaux sociaux libres. On voit qu'ils ont tous été convoqués Mmh. hier par le gouvernement. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Alors parlons justement pédagogie, parlons éducation Mmh. et formation. Donc tu es directeur pédagogique de Ouais. l'école Alira. Pourquoi avoir accepté ce poste-là il y a maintenant, tu nous disais, 3-4 ans, 4-5 ans, Parce que je l'ai demandé, non, je 2020? plaisante. Non, c'est non. Heu, Est-ce que, oui. pourquoi tu as accepté ça et quelle mission tu t'es donnée en acceptant et est-ce qu'elle a évolué cette mission
avec l'évolution de l'ère du temps, Ouais. l'acceptance des crypto-monnaies, etc. Voilà, parle-nous un petit peu de l'évolution de ta mission en tant que directeur pédagogique. Ouais, j'ai la chance de faire un métier où je pense vraiment que c'est sur mon chemin de vie, tu vois? Clairement. J'ai vraiment la conviction sur mon chemin de vie. Je résume un tout petit peu comment j'avais, été à l'université. Avant de commencer ma thèse, j'avais été approché pour mettre en place ce qu'on appelle les C2I. Donc en fait, c'est les certificats d'internet et d'informatique à l'université. Ça veut dire que dès ma deuxième année à l'université, j'organisais des tutos pour expliquer à mes petits camarades de première année, notamment dans les facs de sociaux, parce que les facs d'informatique et de sciences, il n'y avait pas de problème, mais pour les facs de sociaux, c'était plus compliqué. Alors expliquer qu'avoir utilisé un ordinateur, c'est bien. Donc on avait des salles informatiques où j'avais des tas de personnes de 18, 19 ans, 20 ans qui n'avaient jamais touché un ordinateur de leur vie. Voilà, ou extrêmement peu. Donc on leur apprend à utiliser un tableau de texte, un Excel et tout ça. Et donc en fait, je suis intimement convaincu à ce moment-là qu'il faut savoir utiliser un ordinateur, c'est-à-dire que globalement, à moins que tu aies un travail profondément manuel, si tu as un travail autrement que manuel, bah, tu dois savoir utiliser un ordinateur. J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur extrêmement jeune, j'ai été convaincu par ça. Et je me suis tombé très 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 jeune, je suis tombé sur des gens qui étaient intimement convaincus que ça ne serait pas nécessaire. Et voilà, des gens qui disent, moi je veux être, je vais être journaliste. Vous aurez besoin d'un ordinateur? Non, mais j'aurai pas besoin d'être journaliste. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir un ordinateur en étant journaliste. Et tu sais, tu as des gens comme ça, qui voulaient être journalistes à 19-20 ans, et ils partaient du principe qu'ils allaient faire le reste de leur carrière sans utiliser un ordinateur. Et donc, j'ai tout de suite repéré que chez l'être humain, il y a quelque chose. En fait, un outil qui te semble extrêmement prometteur, extrêmement utile, extrêmement performant, ne séduit pas tout le monde. Et qu'il y a quelque chose en fait qui bloque dans la pensée des gens, que moi je peux être convaincu de l'usage de quelque chose, mais quelqu'un peut être intimement convaincu que ça ne lui sera pas utile, même pas pour me contrarier, il en est intimement convaincu. Donc je repère ça assez vite, et assez rapidement je suis fasciné par Internet, bien avant la bulle Internet. Et en fait, je vois le traitement médiatique, on en a parlé il y a 2 secondes, je vois le traitement médiatique qui est fait, et je me dis, pour moi, c'est un outil qui est merveilleux. Oui, effectivement, il y a des choses dégueulasses qui s'y passent, comme sur Terre, comme dans la rue et tout ça. Il y a des choses dégueulasses qui se passent dans la rue, ça n'empêche pas d'aller dans la rue. Et donc, en fait, je me rends compte qu'il y a un véritable problème, en fait, qu'il y a un véritable rapport assez compliqué à la technologie. Et je prends un plaisir très fort à donner aux gens les clés de lecture suffisantes pour comprendre une technologie. Parce qu'une fois que tu comprends comment elle fonctionne, ça ne suffit pas, mais une fois que tu comprends comment elle fonctionne, en fait, c'est plus difficile d'être diabolisé sans raison. D'accord. L'exemple très classique qui est Bitcoin est utilisé par les criminels. Voilà, tu as dit ça. Ce n'est pas une information. Ça ne t'apporte aucune conclusion possible. Tout ce qui a de la valeur est utilisé par les criminels. Le jus de fruits est utilisé par les criminels au petit déjeuner, les voitures sont utilisées par les criminels, le téléphone portable est utilisé par les criminels. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on te donne quelque chose que tu connais et on te dit que c'est utilisé par les criminels, tu dis oui et alors. Par contre, si on te donne quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, pour lequel tu dois te construire une idée, et qu'on te dit que c'est utilisé par des criminels, tout d'un coup, tu vas avoir un effet négatif sur la chose. Or, cet effet négatif, tu ne l'as pas quand tu connais l'objet. Donc, en fait, j'ai très rapidement compris que la connaissance d'un objet t'évite qu'on te bullshit trop fort dessus. C'était le cas pour les ordinateurs, puis ce fut le cas pour Internet, ce fut le cas pour le web, ce fut le cas pour les réseaux sociaux, même s'il y a des choses à dire, il y a des choses à contredire. Puis c'était ça naturellement le cas pour Bitcoin. Et donc, je dirige la pédagogie chez Ethic pendant plusieurs années, des bachelors, des formations en 3 ans. Et au bout d'un moment, je me rends compte que plus personne n'a besoin d'être convaincu qu'il faut un site web et une présence dans les réseaux sociaux pour une entreprise pour pouvoir faire du chiffre. Ça veut dire que j'ai connu l'époque où il fallait convaincre les gens qu'avoir un site web c'est important. J'ai connu l'époque où il fallait convaincre des entreprises qu'il fallait avoir un minimum de visibilité dans les réseaux sociaux, ce que tu expliques de manière brillantissime chez Alira. Au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de convaincre des gens. Ça veut dire qu'en fait, la majorité des gens sont convaincus que c'est utile par les chiffres, par les faits, et sont convaincus que c'est utile puisque l'immense majorité des gens le font autour de toi et puis tu as un comportement très moutinier. C'est-à-dire que si tu vois 90% des gens autour de toi le faire, bah tu le fais, d'accord. Et donc à un moment donné, je sens qu'il y a un point de rupture et que mon combat entre guillemets est terminé. Ça veut dire que j'ai plus besoin de convaincre qu'utiliser le web c'est intéressant. Je fais du coup Zogma avec un des anciens et plusieurs anciens qui bossent avec moi. Je découvre que le Web3 est demandé par des entreprises. Je fais Alira et je découvre la même hostilité, la même
paraissent intellectuels, que j'ai connus pour Internet, que j'ai connus pour l'informatique, mais cette fois-ci pour les cryptos. Or, ce qui est encore plus intéressant, c'est comme Bitcoin est pour moi un véritable outil d'émancipation financière, ça permet à des millions de gens qui ne peuvent pas avoir accès à beaucoup de choses, de pouvoir avoir accès à un système open source qui leur permet d'avoir accès à ça. Je trouve que c'est une invention extrêmement humaniste. Et donc, en fait, quand les médias tapent en fait, sur quelque chose qui est humaniste, ça me dérange. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je trouve l'énergie pour défendre là-dessus. Donc, globalement, c'est un peu le chemin de vie. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu directeur pédagogique d'Alira, parce que je trouve qu'en fait, il y a un chantier immense que j'ai demandé. Pour le coup, on m'a dit oui. Et ça a été le oui le plus beau oui de ma vie, quoi. Donc, là-dessus, c'est bon. Alors, pour les affiches derrière, je le fais rapidement ou pas? Parce que pour le coup. Si, ouais, je l'ai Allez. publié, mais je voulais pas t'interrompre. Alors, on a. Ah putain, l'effet miroir est insupportable. Allez, Mais souper tu des peux le cryptos, vous modifier, connaissez. hein, tu sais. Je sais, mais j'oublie tout le temps de le faire. Tiens, voilà, Ah, t'es un c'était pour amour. toi. Ah, c'est génial. Oh, c'est super. Alors, allez choper des cryptos. Donc, beaucoup de maintenant, c'est écrit à l'envers pour le coup. Donc, le bébé, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Le Bitcoin, le Bitcoin Day, donc effectivement la sortie enfin l'annonce au Salvador de Bitcoin comme monnaie à cours légal. Le manifeste crypto-anarchiste de Tim May. Donc, c'est un de mes textes favoris. Ça, c'est la couverture en fait de Cryptost. Cryptost qui est un média que j'aime beaucoup parce que j'ai passé beaucoup de temps à le lire, parce que j'ai un énorme respect pour celles et ceux qui l'ont monté et qui le maintiennent. Je trouve que c'est un des médias les plus propres et les plus droits dans leurs bottes dans l'écosystème Web3, ce qui n'est pas évident. Et s'il y en a un, si je pouvais garder qu'un seul média, ça serait eux. Et donc je leur fais honneur effectivement parce qu'ils ont fait cette merveilleuse sortie papier que je trouve magnifique et donc je l'ai gardé. Et puis à côté, c'est la news du Times qui a été horodatée, pour le coup c'est le cas, par Satoshi Nakamoto sur le bloc Genesis. Donc effectivement, le renflouement des banques, pour le coup, le même jour où le bloc Genesis a été minté. Donc voilà, et je vais en mettre quelques-unes, mais en fait, pourquoi je mets ces affiches derrière moi, c'est parce qu'en fait, pour montrer qu'il y a une culture. Qu'on a une culture, en fait, qui est commune. On a des événements historiques, on a des textes fondateurs, on a des valeurs qu'on Alors, porte, on a des codes gueule qu'on porte. il manque le white paper de Bitcoin. Oui, C'était volontairement que tu l'as pas mis ou non, c'est ça pas. c'est pas prêt? En fait, j'ai déjà mis. En gros, l'idée, c'est que je voulais aussi montrer que la cryptoculture était un peu plus plurielle que Bitcoin. Et en fait, j'ai mis Bitcoin 2 fois à l'honneur. Donc, d'une certaine manière, j'avais l'impression qu'il y avait déjà un bon équilibre. Et en fait, il y a aussi le fait que beaucoup de gens mettent le white paper de Bitcoin dans le dos. Asher l'a fait, c'est très bien. En fait, plein de gens le font. Et au bout d'un moment, je Oui. me suis dit, il est assez présent, il est assez connu. Ouais. Par Mais contre, tu il y a vois, des pour le coup, petites subtilités qui sont cachées qu'on ne voit pas. Voilà. je suis d'accord avec toi, mais pour autant, même si on le voit tout le temps, je pense que personne ne l'a lu ou alors un nombre infime Très de peu de gens personnes l'ont qui lu. sont dans l'écosystème. Je crois savoir que, je vous dis même, que lire le white paper de Bitcoin, je pense que c'est important, mais lire les annexes, Ouais. qui sont mentionnées sont au moins aussi importants et je pense que n'importe qui devrait, commencer par ça, ne serait-ce que pour voir un petit peu, d'où vient justement cette volonté de créer une monnaie, en tout cas un système de paiement pair à pair parallèle. C'est vraiment l'objectif de Bitcoin avant que ça devienne finalement une réserve de valeur, une valeur refuge, etc. Et je pense qu'on devrait tous passer par là. Après, ça ne nous empêche pas évidemment d'aller voir le reste, puisqu'il faut se souvenir que Vitalik Buterin, quand il crée Ethereum, avant ça, c'est un très gros bitcoiner et qu'il crée Ethereum un peu Très pour juste. pousser Bitcoin plus loin. Donc finalement, la base, ça reste Bitcoin, en tout cas à la base de l'ère moderne, parce que sinon ça nous ramènerait à l'histoire des cypherpunks, des libertariens, de la protection de la vie privée, etc. Mais pour ça, il faut aussi peut-être se former, notamment chez Alira, puisque à ce niveau-là, vous faites un travail formidable. Moi, j'ai pu en attester, puisque avant de s'intéresser à la moindre chaîne de blocs, comme on dit, eh bien, d'abord, on s'intéresse à l'origine et à l'histoire, effectivement. Alors, je ne sais pas si les programmes ont changé depuis que je l'ai fait il y a un peu plus d'un an. Je me rappelle effectivement qu'à l'époque, il y avait vraiment un accent important qui était mis sur l'histoire de la cryptographie ou en tout cas des pères fondateurs de la blockchain telle qu'on la connaît aujourd'hui ou encore de Bitcoin. Et moi, c'est une culture que je n'avais pas
Mm. Et pourtant, je suis dans l'écosystème depuis au moins 2017-2018, mais j'étais passé à côté, je n'en avais pas ressenti le besoin de l'avoir. Et c'est vrai qu'avec cette brique de culture supplémentaire, ça m'a permis d'appréhender tellement différemment et avec tellement plus de profondeur les enjeux que sont la distribution des informations, la protection de la vie privée, la sécurité, le concept de cryptographie. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, en recevant chaque semaine des invités qui m'abreuvent encore plus de leur culture, mais je n'ai pas toujours eu cette chance, donc ça m'a été très utile. Comment vous arrivez, et là on va parler de la partie programmatique, entre guillemets, d'Alira, comment vous arrivez justement à combiner les intérêts pratiques que sont comprendre la blockchain, ses cas d'usage, les choses vraiment très pratiques, typiquement le marketing derrière pour faire un bon consultant ou un bon fondateur, là, par exemple, hein, et en même temps les enjeux peut-être un peu plus théoriques, mais qui pourtant sont, je pense, en tout cas à la base de tout. Voilà. Comment vous arrivez à combiner ça, ne serait-ce qu'en termes de temps, parce que vous êtes limité, vous ne pouvez pas faire des formations de 40 000 heures. À mon grand dame. Et je sais que c'est un enjeu pour toi en tant que directeur pédagogique, donc si tu peux nous en parler un peu, ça m'intéresse. Ouais, c'est ce que tu viens de mettre le doigt sur peut-être la partie, l'alchimie la plus délicate de mon métier. C'est l'équilibre entre, en fait, c'est l'équilibre entre ce qui construit l'homme et ce qui construit le professionnel. Une formation, alors ça vient pas de moi, c'est quelque chose c'est un mantra que j'ai depuis le début, qui m'a été transmis, c'est que si une école ne change pas la vie des gens, elle ne sert à rien. Ça veut dire que elle doit en même temps autant créer le professionnel que créer la personne. Et dans le tas, tu as effectivement des savoirs pratiques, des compétences pratiques. Alors ces compétences pratiques, elles tombent pas d'un chapeau, on les devine pas. On a la chance chez Alira d'avoir des tas d'anciens. Les anciens sont dans des entreprises. Les entreprises viennent nous contacter parce qu'elles veulent recruter. Les entreprises viennent nous voir parce qu'effectivement elles veulent aussi enseigner. Il y a plein d'entreprises qui veulent enseigner leur savoir. Ce qui veut dire que je baigne en permanence dans un ensemble de l'écosystème Web3 et IA aujourd'hui qui disent on a besoin de gens qui savent faire ça, 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 ça. L'ensemble de ces compétences-là, donc en fait, ce qu'il faut que l'entreprise, en fait, c'est les entreprises qui demandent que les gens sachent faire ça. En fait, elles sont sélectionnées, elles sont affinées, elles sont souvent regroupées parce qu'il y a plusieurs compétences qui veulent dire la même chose. Et à la fin, ces compétences créent ce qu'on appelle une certification professionnelle. Et en fait, c'est un organisme de formation qui n'a pas de certification professionnelle, c'est une escalade qui n'a pas de sommet. C'est une randonnée qui n'a pas de point de fin. Ça veut dire que pour qu'une formation ait du sens, à mon sens, elle doit avoir un point d'arrivée très précis, ce qu'on appelle les objectifs pédagogiques. Mais c'est surtout des compétences que la personne doit avoir, à la fin, doit valider ses compétences auprès d'un jury professionnel, et surtout la preuve que ses compétences servent à quelque chose. Et en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir une certification reconnue par l'État, parce que les gens ne savent pas ce que c'est qu'une certification reconnue par l'État. Ils disent oui, une certification reconnue par l'État, c'est le truc qui permet d'avoir des financements, mais au final, on s'en fout, si tu es bon, tu trouveras du boulot. Oui, si tu es bon, tu trouveras du boulot, mais tu peux être bon et être certifié, hein, ça n'empêche pas l'un et l'autre. Et en fait, l'idée qu'il y a, c'est que une certification reconnue par l'État, c'est une certification dont les compétences sont reconnues par le ministère du Travail comme étant nécessaires à l'industrie. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça ce que veut dire une certification reconnue par l'État. C'est que les compétences qu'on t'enseigne et qu'on évalue, c'est ce que les entreprises ont besoin. Et c'est le ministère du Travail qui te dit ça, c'est pas le ministère de l'Éducation, c'est pour ça que c'est important de le souligner. Et donc, en fait, pour le coup, cette partie-là, qui est la partie compétences professionnelles, elle est dans ce rail-là, ce qui fait que la formation mène vers une certification. Et Mais c'est pour attends, ça que, Daniel, oui, est-ce que c'est à l'État de définir qu'est-ce qui est utile non, c'est pas à l'État. C'est-à-dire que nous, on dit voilà ce que les entreprises ont besoin, ils regardent les preuves, ils regardent les témoignages, ils regardent les retours, ils ont des contacts avec des gens, et ces gens-là disent à la ministère du Travail, oui, c'est ce qu'on a besoin. Et l'État est un arbitre, c'est-à-dire que l'État dit je certifie que des entreprises en ont besoin parce qu'elles me l'ont dit et que ces certifications là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, l'État a un rôle d'arbitre et les gens ont tendance à oublier ça. D'accord. Donc, c'est pas le ministère du Travail qui dit qu'on a besoin de suite, parce que c'est nous qui faisons le dossier. Globalement, l'idée, c'est ça. C'est nous qui disons ce que les gens ont besoin. Et par contre, ils ne croient pas sur parole. Et l'État ne se fantasme pas des choses. Je veux dire, il sert d'arbitre pour dire ça. Bon, là, c'est le premier point. Et donc, c'est la partie, si j'ose dire, on peut dire la moins intéressante, celle qui permet de créer un professionnel. Elle est importante, elle est pertinente, elle est nécessaire, mais c'est pas la plus intéressante. Par contre, celle qui m'intéresse le plus, c'est de créer un esprit critique. Donc, de créer quelqu'un qui a des clés de lecture, de comprendre ce qui se passe. Et en fait, le Web3, la blockchain et la crypto, tu as découvert, je suis très content que tu aies aimé mes cours, parce que pour le coup, sur Consulting Blockchain, j'ai la lourde responsabilité d'ouvrir le premier chapitre, ce qui n'est pas du tout simple.
Il y a 4 heures qui sont conseillées, mais en fait, il y en a 6 en tout. En fait, j'explique un peu ce qui est le sens de l'histoire, mais d'un point de vue informatique. Ça veut dire que Bitcoin, Ethereum, tous ces animaux-là ne sont pas nés de nulle part. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont inspirés de travaux précédents, ce que tu soulignes quand tu parles des annexes du white paper, et en ça, c'est important. C'est surtout que, en fait, c'est la cristallisation et la suite, l'évolution biologique logique de ce qu'est Internet. Et en fait, de ce que est voué à être Internet, ça veut dire s'approprier des mécanismes les plus distribués, les plus open source possibles pour prendre le dessus et faire en sorte que rien n'est le contrôle absolu de certaines choses. Aujourd'hui, par exemple, les GAFAM, les grandes entreprises qui offrent des services et qui offrent des services IA, puisqu'on reproduit les mêmes conneries, sont des aberrations en fait de ce que devraient être en fait les services sur Internet. Parce que globalement, on centralise sur une entreprise qui a pouvoir sur les autres individus, alors que le but d'Internet, c'est justement de faire en sorte qu'on ait à peu près tous le même pouvoir, d'une certaine façon. C'est un peu idéologique ce que je dis, il faudra quasiment une émission entière pour en parler, mais tu vois un peu l'idée. Et donc, en fait, l'équilibre, c'est de donner aux gens de comprendre pourquoi ces technos sont nécessaires. Pas d'un point de vue économique, pas d'un point de vue professionnel, c'est pourquoi, en fait, toutes ces technologies-là sont des garde-fous à faire en sorte qu'on soit à la merci totale de l'autre, tout simplement. En fait, il faut faire en sorte que ces outils ne deviennent pas des outils d'oppression, mais qu'ils deviennent des outils de liberté. Ça a l'air très naïf quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un peu idéaliste quand je dis ça, mais en fait, sans toutes les clés de lecture qu'on donne chez Alira dans tous les parcours, et sans en fait le fait de comprendre pourquoi ces technos existent, et comprendre pourquoi en fait on défend ce bastion-là, bah en fait on se rend compte qu'on fait beaucoup plus que de l'attaque. Et pour moi, ça, c'est important. Quel est le bon équilibre? Je pense que l'équilibre que là, on a est bon. Chez Alira, tu apprends peut-être 2 tiers métier, 1 tiers réfléchir. Et aujourd'hui, si on pouvait être à moitié-moitié, ce serait parfait, sauf qu'à un moment donné, il faut bien que tu trouves du métier. Mais en fait, je pense que apprendre à réfléchir son monde est plus important que d'avoir les clés pour le changer. Ouais, et que c'est intéressant, surtout qu'on a, beaucoup de professionnels qui viennent en tant qu'intervenants, des personnes Mhm. qui sont, pas des profs, hein, mais ce sont, voilà, ce qu'on appelle des builders dans l'écosystème, donc des fondateurs de projets, des personnes qui sont voilà, des personnes qui mettent les mains dans le cambouis, de cette activité et qui viennent, en plus de la thématique pour laquelle ils sont venus évidemment et pour lequel ils sont reconnus comme étant, experts, spécialistes et cetera. Mais qui en plus effectivement répondent aux questions des apprenants Ouais. et peuvent leur dire et leur partager la réalité de cet écosystème. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, on me pose souvent la question en privé en disant Jérém, j'ai vu que tu parlais un peu d'Alira. Bon, dis-moi la vérité. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Qu'est-ce que je peux attendre de cette formation? Est-ce que derrière, ça va vraiment me permettre d'évoluer dans l'écosystème? Voilà. Et en fait, je réponds sincèrement à peu près toujours la même chose. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, parce que peut-être que je me fourvoie, mais honnêtement, je ne crois pas. C'est que la formation, c'est un outil et qu'après, derrière, c'est à vous d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que Bien sûr. typiquement, si tu décides de faire une formation, mais que tu n'en parles pas autour de toi, bah, il n'y a que l'école et toi qui le savez. Bien sûr. Donc en fait, rien que ça, par exemple, c'est problématique. Si tu fais une formation, même que tu l'obtiens, hein, mais que tu ne vas pas échanger avec les apprenants ou les alumni, donc les anciens apprenants, bah, tu ne vas pas te tisser de réseau. Il ne faut pas attendre à ce que Bien les sûr. gens viennent vers toi, parce que des élèves, il y en a des centaines et des alumni, il y en a des milliers. La formation, il y a ce qu'on t'apporte ce qu'on appelle en tronc commun, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, non, ce n'est pas le bon terme, mais ce qu'on t'apporte en tout cas, voilà, le package d'informations et de formation. Et après, il y a aussi toi, tes recherches que tu vas faire à côté, comment tu vas pousser ça. En fait, je pense que c'est comme à l'école, tu peux avoir Bien le sûr. bac, mais si tu t'arrêtes à ça et que tu ne vas pas faire des recherches complémentaires, mais en fait, tu seras exactement au même niveau que tous les autres. Ouais. Or, dans un marché, j'allais dire concurrentiel, il faut évidemment être au moins un peu meilleur ou différent, hein, tu vois, Tout à fait. des autres. Et donc, en fait, c'est ce que je dis. Choisis bien ton cursus et ensuite, eh bien, tire tous les leviers que la formation va t'apporter, utilise tous ces leviers-là. Sinon, effectivement,
faire la formation à l'IRA tout seul, bah, ça va être un tampon et une ligne sur ton CV, tu vois. Donc, voilà, est-ce que tu peux déjà me dire ce que tu penses Oui, de ma réponse ouais, là-dessus? c'est un point. Alors, c'est un point qui est essentiel. Euh, on, à l'IRA, ça a été arrêté davantage accentué avec l'arrivée de l'IA. C'est l'école de l'innovation et en fait, l'innovation n'a pas de mystère. On n'est pas dans des métiers standardisés qui est l'usine, ingénieur en hydraulique ABC, où tu as des usines qui en embauchent 50 par jour. Tu arrives avec le diplôme, on te fait un entretien pour le principe et tu rentres. Ça ne fonctionne pas comme ça, l'innovation. C'est-à-dire, si tu veux rentrer dans l'innovation, bah, en gros, tu as beaucoup de personnes qui veulent faire de l'innovation. Et d'une certaine manière, il faut que tu l'as très bien souligné tout à l'heure, il faut que tu te démarques et il faut que tu aies des contacts. Tu sais, il y a une époque, il y avait des cours de l'après à l'IRA, ça veut dire, et dans les cours, il y avait un tout petit truc qui était apprendre à bien faire un CV efficace ou un truc comme ça. Je les faisais moi, sachant que j'ai quasiment jamais fait un CV de ma vie parce que j'ai jamais eu besoin d'envoyer un CV dans ma vie. Les rares fois où j'ai eu besoin d'envoyer un CV, c'est pour des raisons administratives. Tous les métiers que j'ai eus, je les ai trouvés en rencontrant les bonnes personnes, en discutant et en disant est-ce que ça te dit qu'on bosse ensemble. En fait, c'est bizarre de dire ça, ça fait limite prétentieux. J'ai jamais répondu à une offre de métier. J'ai jamais répondu à une offre de métier. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, j'ai discuté avec des gens, j'ai discuté avec des projets, puis je me suis dit, la vache, si vous avez besoin de ça, est-ce que ça vous dit de le faire? Et ça fonctionne très très bien. Dans l'innovation, c'est beaucoup ça, en fait. C'est énormément ça. Donc oui, la grande fierté qu'on a chez Alira, c'est effectivement d'être l'un des plus grands rassemblements de professionnels du Web3 de France, tout simplement. Donc déjà, tu es en contact avec des milliers de gens. Il y a aussi un point qui moi, me tient très à cœur, alors que je pourrais faire le contraire, ce serait infiniment plus simple pour moi au niveau du travail, c'est que les 2 tiers à 3 quarts de la formation est en présentiel. Enfin, en présentiel, en téléprésentiel. Ça veut dire qu'en fait, tu es en face d'un être humain, tu échanges avec un être humain. C'est pas une chaîne YouTube payante. Vous avez plein d'organismes de formation, ils vous proposent 50 heures, 60 heures de vidéo. Tu as un gars qui te répond par chat, et puis c'est tout. Donc tu n'es pas en contact avec des gens, tu ne lis pas d'amitié avec des gens, tu ne lis pas d'amitié avec tes camarades, tu n'as pas des espaces humains dans lesquels en fait tu construis ton tissu relationnel. Et pour moi, c'est criminel en fait de vendre 4000 balles de quelques heures de vidéo et puis Inch'Allah, tout se passera bien. Donc en fait, effectivement, chez Alira, moi je le vois comme une taverne. On a des messes tous les lundis et tout le Calira, on se rassemble tous. On a eu hier Valentin Demey qui a passé 40 minutes avec nous, c'était génial. On a échangé, il y avait des gens qui étaient là, il y a des gens qui ont posé et échangé avec Valentin Demey. Point. Tu vois, le gars, il a 3 minutes disponibles par mois. Je lui dis un mois à l'avance, on se fait un petit talk, tu viens. Il vient. Valentin vient parce qu'on s'aime beaucoup, on s'apprécie beaucoup. Il adore passer du temps avec moi, j'adore passer du temps à Cube 3. Donc, je veux dire, il y a vraiment cette logique-là qui se construit. Tu prends en relation des gens, tu as un carnet d'adresses, tu échanges, tu vois en fait ce qui fait vivre, ce qui est vraiment l'écosystème. Puisque chaque fois, je te donne des exemples de cet écosystème. Les intervenants sont très variés. Il y a des formateurs qui t'accompagnent toute l'information et qui, pour le coup, te connaissent un peu plus. Mais après, comme tu le sais très bien, il y a une semaine, ça va être toi, il y a une autre semaine où ça va être un autre. Et en fait, tu vois tous les points de vue de l'écosystème, du point de vue technique au point de vue un peu moins technique, mais tout aussi important. Et donc, oui, une école change la vie des gens. Alors moi, je dis 2 choses qui sont violentes. C'est que c'est vous les architectes de vous-même et que personne ne va apprendre à votre place. Ça veut dire que l'apprentissage, c'est pas quelque chose de facile parce que vous devez désapprendre beaucoup de choses et c'est pas quelque chose d'évident. Donc voilà, il y a un véritable effort et nous on a une vraie culture de l'effort chez Alira et je pense que c'est important parce que c'est ce qui permet de sortir un peu du lot, cette capacité à gérer l'effort et à y en être fier. Et à côté de ça, bah, là, par exemple, on a distribué des dizaines de places pour Vivatech gratuitement, parce qu'on a réussi à avoir ce partenariat-là. On organise des meet-ups décentralisés en France plusieurs fois. On laisse les anciens organiser ces événements-là. Ils se retrouvent autour d'une bière. À chaque fois que je vais dans un salon, un meet-up ou des rassemblements, je tombe sur des alériens qui ont bien compris que voilà, il faut créer son réseau, il faut y aller. Rien ne va se faire tout seul. C'est plus compliqué que traverser la rue, hein, sans vouloir contrarier un président français. Mais nous, on vous donne l'armement, mais la guerre, c'est à vous de la mener. Et déjà, vous avez du bon armement, ce qui n'est pas déjà gagné. Donc, soyez contents de l'avoir. Mais oui, Ouais, clairement. absolument. Alors, il nous reste un peu plus de 10 minutes et j'aimerais qu'on passe Ouais. justement à la partie littéraire Oui, si tu de veux. ton profil. Alors, tu étais venu à l'époque, évidemment, dans l'émission pour en parler lorsque tu as
publié cet ouvrage. Alors d'abord, si tu peux nous rappeler, parce que tu n'es pas tout seul dans cette aventure, puisque vous êtes, je crois, 2 ou 3. Donc peut-être commencer d'abord par les citer. Oui, on va citer. C'est un mariage à trois. Il y a d'abord Sophie Caillat à la maison d'édition des éditions Faubourg, donc la directrice des éditions Faubourg. Je casse un mythe assez rapide qui est je ne suis pas allé de maison d'édition en maison d'édition avec mon manuscrit en espérant d'être pris. C'est Sophie Caillat qui est venue me contacter en disant voudrait une bande dessinée sur la crypto. Voilà. Et après, par la suite, je l'ai orienté un peu plus Bitcoin que crypto, mais en l'occurrence, il y avait ce besoin au départ. Donc déjà, c'est son initiative. Les éditions Faubourg sont des éditions très courageuses qui abordent des sujets toujours en bord de société et qui veulent avoir une version très claire. Elle m'a donné la possibilité, je le remercie infiniment pour ça, de créer une bande dessinée honnête pour montrer en fait ce qu'est la réalité de notre écosystème. À côté, il y a Nicolas Ballas qui dessine, qui a fait le dessin, parce qu'une bonne dessinée a besoin d'un dessinateur, qui a un talent fou, qui n'est pas un bitcoiner assumé, hein, c'est quelqu'un effectivement qui garde une certaine distance à cet objet-là, mais qui a trouvé l'histoire et l'histoire humaine, l'aventure humaine extrêmement intéressante. Et puis il y a moi qui ai créé l'histoire et qui ai pris très rapidement un parti très rapide, qui fait que j'ai pas voulu faire un énième manuel de ce qu'était la blockchain et la crypto. Je voulais enfin te raconter ce que c'était que de vivre un bull run. Et en fait, c'est que c'était de vivre un chemin initiatique. La France, je ne sais pas si tu as le droit de partager l'écran, mais je vais t'envoyer un lien. Je ne sais pas si tu peux le partager. Si, bien sûr. Et en fait, je t'envoie sur Discord. J'étais tombé sur quelque chose qui était vraiment il y a très très longtemps et qui m'a pas mal inspiré. C'était un tout petit peu avant, pendant l'écriture du coup d'Alice. Hop, et je voudrais que tu ailles en page 7. Je ne sais pas si on le voit déjà ou pas. Voilà, descends un peu plus. Hop, voilà, tu peux t'arrêter là. Tu pourras mettre le lien en commentaire pour celles et ceux qui l'intéressent. C'est un rapport d'un nombreux échanger qui a interrogé en fait sa banque de données et qui a demandé aux retails, donc aux individus, quelle est votre confiance dans l'objet crypto, dans la crypto, dans Bitcoin, dans ces objets-là. Quelle est votre confiance dans ces logiques-là? Et en fait, on a eu un graphique, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été interrogées, hein, donc c'est pas rien. Et en fait, en bas à droite, tu vois, en bas, tu descends. Voilà, là, juste là. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. C'est qu'en fait, officiellement, la France est le pays au monde qui déteste le plus la crypto. Voilà. Il y a le moins de croyances dans cet objet-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose en France. Alors déjà en Europe, il y a quelque chose de particulier. Mais il y a quelque chose en France. Je me suis dit, comment ça se fait que statistiquement, la France est le pays qui aime le moins ce matériel-là. Matériel que moi je vois comme extrêmement humaniste, hein, tout simplement. Alors pour le coup, tu as un gros tas du milieu qui sont les pays modernes qui n'ont pas forcément besoin d'alternatives monétaires, hein, donc tu as les États-Unis, l'Espagne, la France, tout ça. Puis à droite, tu as les pays qui ont eu des monnaies malades ou qui ont une politique monétaire, une réflexion monétaire beaucoup plus ouverte. Donc tu as le Brésil, tu as l'Argentine, tu as tout ça. Puis tu as le Nigeria qui lui n'a pas besoin d'être convaincu puisque sa monnaie est détruite. Donc en fait, il y a vraiment cette logique-là qui fait que la France il y a une exception française pour la crypto et la blockchain. Et donc en fait, je me suis dit que ça ne servait à rien d'expliquer pourquoi Bitcoin, la crypto, c'est intéressant, pourquoi c'est beau. Ça servait à rien même d'expliquer ce que tu as appris chez Alira. Ça veut dire que c'est une continuité naturelle d'un outil approprié par tout le monde open source qui fait que ça empêche la violence de l'un sur l'autre. Et qu'il fallait en fait dire que c'est une aventure humaine, c'est un chemin initiatique. Donc je raconte l'histoire de quelqu'un qui traverse un bout avec ces moments de confiance, ces moments de surconfiance, ces moments en fait de doute, le fait de se confronter à l'hostilité agressive des gens quand tu parles de ce sujet-là. Tu vois, par exemple, si tu es passionné par le surf et que tu parles de surf à quelqu'un à table à Noël, on te dit oui, c'est cool, fais attention aux requins, on a des stéréotypes. Mais si tu dis que tu es intéressé par Bitcoin, tu sais que tu vas avoir quelqu'un à table de Noël qui va être complètement farouchement, sans de raison valable, complètement être hostile à ton opinion. Et donc, en fait, je me suis dit que, il faut quelque chose qui se lise vite. Donc, Alice au pays des cryptos a été conçu pour se lire dans un long trajet de train, ça se lit en 45 minutes, 1 heure, qui raconte ce que c'est que de traverser ça, qui raconte en fait que quand tu connais cet écosystème-là, tu as des doutes, tu as des convictions, tu as des choses qui se construisent au fur et à mesure, tu as des valeurs, tu as aussi des choses qui sont importantes à tes yeux.
et qu'en fait c'est une aventure humaine. Donc plutôt que d'expliquer, si je devais expliquer pourquoi le surf c'est magnifique, bah, j'explique la vie de quelqu'un qui est dans la vie a été transformée par le surf, plutôt que d'expliquer la mécanique des fuites et la résistance des matériaux de la planche de surf. C'est pas ça qui est intéressant. Donc il y a des petits schémas explicatifs pour celles et ceux qui veulent comprendre un tout petit peu ce qui est derrière. Il y en a quelques-uns qui ont été faits de manière plutôt bonne, je trouve. Et surtout, on raconte l'histoire de quelqu'un qui traverse ces machins-là. Et en fait, c'est pour moi un objet de paix, dans le sens où c'est hyper compliqué de défendre ces technos. Donc déjà, Bitcoin, c'est pas simple. Défendre les cryptos, c'est encore plus compliqué. C'est hyper difficile de défendre ça quand on n'a pas construit un arsenal de défense linguistique à ce sujet. Et je voulais donner une aide. Ça veut dire que tu veux discuter avec quelqu'un, tu dis voilà, lis cette BD, tu vas découvrir ce que c'est, et après on pourra parler. Tu auras des clés de lecture, on pourra parler. Et en fait, ça me marque beaucoup, mais Alice a évité des divorces. Alice a évité des grandes fâcheries entre des enfants et leurs parents. Alice a réconcilié des parents âgés avec leurs enfants qui ont fait Alira. Ça a fait du bien sur Terre. Dans le sens où, voilà, lis et tu vas découvrir un peu mon monde. Et tu verras en fait que je ne suis pas fou, que je vois des choses que pour l'instant tu ne vois pas, et que je pense que ces choses-là ont de l'importance. Et Euh, pourquoi, avoir voilà. utilisé, le style, du conte pour cela? Et pourquoi, Alice? Est-ce qu'à titre perso, c'est un conte que tu as aimé, plus jeune et qui t'a donné envie de t'en inspirer pour cette, allégorie ou, Ouais, il y a la deuxième édition et une préface de Jacques Favier qui explique pourquoi j'ai fait ce choix-là, parce que j'en avais parlé à l'occasion. Et en fait, c'est Jacques Favier qui est le fondateur du Cercle du Coin, ou quelqu'un qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. En fait, c'est que une fois, c'est ça, Hélène a parfaitement raison, c'est une fois qu'on a mis le nez dedans, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, qu'on a mis la main dans l'engrenage, on ne peut plus penser le monde à part. C'est-à-dire pour moi, ce sont des vérités révélatrices du monde. C'est-à-dire qu'une fois que tu comprends certaines choses, tu ne peux plus voir, tu ne peux plus revenir en arrière. En fait, il y a une très belle phrase qui a été dite par Faune de Radio, on ne revient pas de Bitcoin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé à travers le miroir, on ne peut plus revenir en arrière. C'est un peu comme une fois qu'on a compris la matrice, on ne peut plus revenir en arrière. Donc alors j'aurais pu prendre la métaphore de Matrix, qui est très connue avec les deux fameuses, l'orange pile, hein, la fameuse pilule de Matrix. Moi, je préférais l'aspect d'Alice parce qu'il y avait deux choses qui étaient intéressantes dans l'aspect d'Alice, c'est que elle traverse le miroir, elle ne peut plus revoir le monde autrement. Et en fait, quand tu tombes dans le monde d'Alice, tu tombes sur des choses mais complètement loufoques. Et Alice, au bout d'un moment, les accepte. Elle se dit, bon, bah, il y a un chat qui parle, ouais, bah, il y a une chenille qui me parle aussi. Et au bout d'un moment, en fait, des choses qui te semblaient complètement aberrantes, tu dis, bah, elles sont là, elles existent, elles sont réelles, enfin, réelles, toute proportion gardée. Bon, bah voilà, il faut que j'accepte que ces choses-là. En fait, ce n'est pas en disant que non, ça n'existe pas que ça va arrêter d'exister. Et en fait, c'est ça le message d'aller s'occuper des cryptos, c'est que Bitcoin est là, les cryptos sont là. Ce n'est pas en disant non, 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 c'est des criminels que ça va arrêter d'exister. Ça va continuer, c'est comme ça fait partie du réel. Et dans la vie, soit tu acceptes le réel, soit tu te mets des œillères. Et j'aime bien que les gens acceptent le réel, qu'ils l'étudient, qu'ils disent il y a du bien et du pas bien, comme dans tout, mais qu'on accepte d'ouvrir les yeux. Et donc il y avait ce côté Alice au pays des cryptos, dans le sens où on ouvre les yeux et on traverse un miroir sur lequel on ne peut plus revenir. Et j'aimais bien cette métaphore-là. Puis tu vois qu'Alice tombe dans le monde des cryptos avec un cauchemar et compagnie. Donc voilà, il y a quelque chose derrière tout ça. Puis j'ai rien inventé, excellent. hein. Je veux dire, la métaphore de traverser à travers le miroir, j'ai rien inventé, hein. J'utilise des Non, non, recettes qui c'est fonctionnent bien. ouais, parfois, il faut pas réinventer la roue si ça marche bien. D'ailleurs, je montre, hein, la la charte, j'allais dire graphique ou en tout cas la patte du dessinateur, Merveilleuse. c'est vrai que pour le coup, alors je sais pas si vous voyez bien et sinon, m'en excuserez, Ouais. mais voilà, en tout cas, ça se lit très vite. Ouais. Effectivement, c'est très bien dessiné et puis surtout, c'est rempli, bourré d'anecdotes, de références, Ouais. et ça Tu as évidemment, très c'est juste, il y a une un double lecture en fait. C'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un qui n'y connaisse rien trouve une histoire sympa, intéressante. Et il fallait surtout, et c'était le plus dur, que celles et ceux comme toi et moi qui ont connu les bull runs, qui ont plein de références, voient plein de références. Il y a plein de gens qui me disent ah, je comprends pourquoi machin, ah, je comprends pourquoi tu parles de ça. En fait, il y a plein de petites. Il y a un terme, les œufs cachés, enfin, tu sais, il y a plein d'œufs de Pâques en fait cachés dans cette. Dans les SOP des cryptos. Donc, même si vous connaissez par cœur l'écosystème, vous allez tomber sur plein de clins d'œil. Et sachez que ces clins d'œil, j'ai eu beaucoup de plaisir à les créer.
Pardon. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Daniel. Alors, je vois effectivement dans les commentaires, beaucoup ont déjà lu, beaucoup ont déjà, acheté, ce livre. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous trouvez le lien qui vous permet de vous le procurer sur Amazon. Ouais, C'est plus pratique, hein, mais bon, évidemment, si vous pouvez l'acheter chez votre libraire, c'est mieux. c'est mieux. Et vous pouvez aussi engueuler votre libraire s'il l'a pas, c'est très bien aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tout est dans la description. Je précise également qu'un exemplaire dédicacé a gagné aujourd'hui. Alors, je me suis rendu compte pendant le live qu'on ne peut pas mettre des commentaires pendant un live sur YouTube. Voilà, on peut mettre, Non. voilà. Donc pour le coup, c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous attendez la fin du live et puis vous revenez pour mettre un commentaire. Voilà. Et puis parmi les commentaires, d'ici la fin de la journée ou demain, je verrai, eh bien, on fera un petit tirage au sort. Là, merci pendant ce temps-là, Daniel, de nous partager. Moi, ça a très, très mal rendu lorsque je Ouais. l'ai fait. Tu sais que j'ai arrêté de mettre des filtres à cause de ça, hein, parce que je pouvais plus présenter les trucs à l'écran, ça m'a saoulé. Oui, Donc mais j'ai décoré l'arrière. moi, j'ai pas d'arrière décoré, en tout cas pas suffisamment. Et puis j'ai envie de croire un jour que ce sera mon vrai arrière-plan un jour. Bien, Daniel, merci beaucoup pour ce moment que tu nous as offert, voilà, de partage de ton parcours, de tes convictions et de ton expertise aussi. Alors, tu restes avec moi parce qu'on va recevoir quelqu'un que tu connais. On va Ah, une recevoir petite surprise. Pascal Talarida. Bonjour Pascal, Salut comment Pascal. vas-tu? T'entends pas? Alors, Pascal, on ne t'entend pas. Là, c'est mieux, je pense. Là, c'est beaucoup mieux. Bonjour mon Pascal, comment tu vas? Très bien, et vous deux? Ça va, impeccable. En fait, GRM, chez toi, c'est comme une bonne taverne, hein. Tu vois les potes Ouais. venir prendre un verre de temps en temps. C'est ça. Alors, Pascal, lui, c'est récurrent. Lui, il est habitué du bar, hein, puisqu'il vient maintenant tous les mardis pour nous faire sa chronique DeFi. Mais effectivement, je sais que vous connaissez, hein, puisque Pascal est, en plus de ses autres activités, il est formateur en finance décentralisée, justement, chez Alira. Pascal, juste les petits cliquetis de clavier, on les entend. Mais en tout cas, voilà, peut-être voulez-vous faire un petit coucou. Et puis, avant qu'on te libère, Daniel… Bah déjà, oui, Pascal, en fait, c'est plus qu'un tabac, c'est le papa de la formation de finance centralisée chez Alira. Il en est le géniteur intellectuel. C'est un des plus beaux bijoux de formation en DeFi, à mon avis, d'Europe. Donc, je suis hyper fier de bosser avec lui. Je lui dis souvent, hein, les moments qu'on partage ensemble sont encore trop rares. Donc, dès qu'il passe sur Paris, on essaie de trouver un petit moment pour se voir. Donc, ouais, les apprenants l'aiment bien. Et puis, il y a quelque chose qui est génial avec Pascal, c'est qu'il ne les laisse pas tomber après. C'est-à-dire qu'une fois que la formation est terminée, tous les jeudis, il fait un live avec tous les anciens pour dire, voilà, j'ai trouvé ça comme protocole, il y a ça comme stratégie. Ce qui veut dire qu'en fait, avec Pascal, vous êtes abonné à vie. Et donc, c'est plutôt sympa. Il y a ce côté, c'est un peu comme moi pour les Talk Alira. J'ai créé les Talk Alira pour la même raison, pour avoir une raison de revoir les anciens en permanence. Ce qui fait que si vous êtes en DeFi chez Alira et que vous êtes un ancien, vous avez 2 rendez-vous immanquables par semaine jusqu'à qu'Alira tienne debout, quoi. C'est pas mal quand même. Voilà. Bon, je te laisse la parole, Pascal. J'ai un train à prendre, comme tu le sais. Merci, GRM, d'avoir avancé pour le coup l'interview. J'ai bousculé ton planning et je suis bien placé pour savoir que c'est pas toujours agréable. Je t'embrasse, Pas de prends bien soin de souci. toi. Merci Et Pascal, beaucoup, je t'embrasse Daniel. aussi. Et C'était bonne un suite à toi. plaisir. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, à très vite. Salut Daniel. Bye bye. Salut. Bien. Alors, avant, Pascal, de te donner la parole, de te confier le micro, déjà, je remercie évidemment toutes celles et ceux qui sont avec nous en direct pour vos commentaires, pour vos messages. Je vous précise également que vous pouvez contribuer et nous soutenir sur le Tipeee que nous avons lancé il y a quelques semaines de cela et qui figure évidemment dans la description. Vous pouvez, à partir de 1 euro, nous soutenir dans cette émission qui nous permet de continuer à vous produire ce contenu en toute indépendance. Donc, n'hésitez pas. Tout est dans la description et vous trouverez également le lien de Pascal. Vous pourrez